Bonjour à tous. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous venez et à quelle heure vous regardez cette vidéo. Ainsi, YouTube continuera à vous proposer des histoires comme celle-ci. Maintenant, commençons. Février dans les Cascades semblait être une bonne idée lorsque je l'avais planifié depuis mon appartement à Seattle. Ma sœur venait de se fiancer. Mon travail dans une compagnie d'assurance me vidait de toute mon énergie. Et fêter mes 34 ans dans un cubicle me donnait l'impression de mourir à petit feu. J'avais besoin de me prouver quelque chose, je suppose, que je pouvais encore accomplir des choses difficiles. Que j'étais plus que des tableaux Excel et des conférences téléphoniques. La météo annonçait un ciel dégagé pour le week-end, et j'avais déjà randonné sur le sentier Snow Peak 2 fois durant l'été. 6 miles à l'aller, 6 miles au retour. Rien que je ne puisse gérer. J'ai préparé mon équipement vendredi soir, j'ai dit à ma colocataire Alicia que je serais de retour dimanche soir, et je suis parti avant l'aube samedi matin. Le parking au départ du sentier était vide à mon arrivée, ce qui aurait dû être mon premier avertissement. Mais j'ai simplement pensé que j'avais de la chance d'avoir la montagne pour moi tout seul. Les 3 premiers miles c'était exactement ce dont j'avais besoin, l'air froid me brûlant les poumons, le craquement de la neige tassée sous mes bottes, et un silence absolu, à part le chant occasionnel d'un oiseau. Des pins bordaient le sentier des deux côtés comme des sentinelles gelées, leurs branches s'alourdies par la poudre blanche. Je me suis arrêté vers 10 h du matin pour manger une barre de granola et vérifier mon téléphone. Pas de réseau, mais j'avais téléchargé la carte du sentier hors ligne. Tout semblait parfait. Le ciel était de ce bleu hivernal impossible, si brillant qu'il faisait presque mal de le regarder. Je me souviens avoir pensé que ma tête n'avait pas été aussi claire depuis des mois, peut-être des années. J'ai pris quelques photos, ajusté les sangles de mon sac à dos, et j'ai continué à avancer. Vers 11 h, j'ai remarqué les premiers nuages s'amassant sur la crête ouest. Ils semblaient lointains, rien d'urgent. J'ai continué à marcher. Ce fut ma deuxième erreur, celle qui a failli me coûter la vie. La tempête est arrivée plus vite que tout ce que j'avais jamais connu. Un moment, je marchais sous des nuages éparpillés, et 40 minutes plus tard, le ciel avait pris la couleur du béton mouillé. La température a chuté si brusquement que mes joues exposées sont passées du froid à l'engourdissement en quelques secondes. Je me suis arrêté pour enfiler ma cagoule et des gants supplémentaires, bricolant avec la fermeture éclair de mon sac alors que les premiers flocons de neige commençaient à tomber. Ce n'étaient pas les flocons doux et flottants que l'on voit dans les films de Noël. Ceux-ci tombaient dur et vite, poussés latéralement par un vent qui semblait surgir de nulle part. En 15 minutes, je pouvais à peine voir à 20 pieds devant moi. Les marqueurs du sentier, ces petits drapeaux orange attachés aux branches qui m'avaient guidé toute la matinée, avaient disparu dans un mur blanc. J'ai sorti mon téléphone pour vérifier la carte hors ligne, mais mes doigts étaient déjà raides dans mes gants, et l'écran enregistrait des touches fantômes à cause de l'humidité. J'ai réussi à m'orienter. J'étais à environ 4 miles du départ du sentier, peut-être 4 miles et demi. Je devais faire demi-tour immédiatement. Faire demi-tour semble simple quand on le dit comme ça. Mais quand la visibilité tombe presque à zéro et que toutes les directions se ressemblent, le simple devient impossible. Le sentier que je suivais avait disparu, enseveli sous une neige fraîche qui s'accumulait plus vite que je ne pouvais le traiter. J'ai essayé de retracer mes empreintes, mais elles se remplissaient derrière moi, s'adoucissant en des pressions vagues qui auraient pu être n'importe quoi, des rochers, des racines, des traces d'animaux. Le vent rendait la réflexion difficile. Ce n'était pas seulement le froid. C'était le bruit. Un rugissement constant dans mes oreilles qui noyait tout le reste. J'ai choisi une direction qui me semblait juste et j'ai commencé à marcher, me disant que tant que je continuais à descendre, je finirais par atteindre la route. C'est la survie en montagne de base. L'eau coule vers le bas. Les sentiers suivent l'eau. Les routes suivent les sentiers. Je devais simplement rester calme et continuer à avancer. Mais après 20 minutes de marche, le sol a commencé à remonter. J'étais allé dans la mauvaise direction. Je m'enfonçais plus profondément dans la nature, pas vers la sortie. Et c'est alors que j'ai regardé vers le bas et remarqué les empreintes. Au début, mon cerveau a essayé de leur donner un sens logique. J'ai pensé que j'avais peut-être marché en cercle sans m'en rendre compte, que c'était mes propres traces de quelques minutes plus tôt. Mais les empreintes étaient trop fraîches, les bords trop nets, et elles n'étaient pas derrière moi. Elles étaient à côté de moi. Une deuxième série d'empreintes de bottes parallèles aux miennes, peut-être à 3 pieds sur ma gauche.
J'ai arrêté de marcher et je les ai fixés. La neige tombait si fort que toute trace aurait dû être à moitié ensevelie en quelques minutes. Mais celle-ci semblait avoir été faite à l'instant. Je me suis retourné lentement, scrutant le vide blanc derrière moi. Rien, juste de la neige, des arbres et ce vent hurlant horrible. J'ai appelé, demandant si quelqu'un était là, et ma voix a semblé petite et avalée par la tempête. Aucune réponse. J'ai regardé les empreintes. Elles étaient légèrement plus grandes que les miennes. Le motif de la semelle était différent, avec des rainures plus profondes, un talon plus carré. Quelqu'un d'autre était là avec moi. Quelqu'un qui marchait juste à côté de moi sans faire de bruit. La partie rationnelle de mon cerveau, celle qui m'avait gardé en vie jusqu'à présent, a essayé de trouver des explications. Peut-être qu'un autre randonneur s'était fait surprendre par la tempête. Peut-être qu'il était perdu comme moi et avait repéré mes traces et décidé de les suivre. Ce serait intelligent, en fait. 2 personnes ont plus de chances de survivre qu'une seule. Mais si c'était vrai, pourquoi ne m'avait-il pas appelé? Pourquoi était-il resté juste hors de vue, ajustant son allure à la mienne? Assez près pour laisser des empreintes à côté des miennes, mais jamais assez près pour être vu. J'ai recommencé à marcher, plus vite cette fois. Et je me suis forcé à regarder vers le bas toutes les quelques enjambées. Les empreintes continuaient d'apparaître. Pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit. Parfaitement parallèles aux miennes. Qui que ce soit, il ne prenait pas de retard et ne me dépassait pas. Il restait exactement à ma hauteur, bougeant quand je bougeais, s'arrêtant quand je m'arrêtais. Je l'ai testé une fois, m'arrêtant en plein pas avec mon pied droit encore levé, et j'ai juré avoir entendu un léger craquement dans la neige sur ma gauche, comme si quelqu'un d'autre s'était figé dans la même position. Puis plus rien, juste le vent. J'ai posé mon pied et j'ai continué, et les empreintes ont continué à côté de moi comme si elles n'avaient jamais cessé. Je ne sais pas combien de temps j'ai marché comme ça. Le temps cesse d'avoir un sens quand on a assez froid et assez peur. Cela aurait pu être 30 minutes ou 2 heures. La neige continuait de tomber, le vent hurlait, et ces empreintes continuaient d'apparaître à côté des miennes avec une précision mécanique. À un moment donné, j'ai réalisé qu'elles n'étaient plus seulement parallèles. Elles se rapprochaient, lentement, degré par degré, guidant mon chemin vers la gauche. Je ne m'en étais pas rendu compte, mais quand je me suis arrêté pour vérifier mon téléphone, la boussole montrait que je me dirigeais maintenant vers le nord-ouest au lieu du sud, plus profondément dans l'arrière-pays, plus loin de la route. Qui que ce soit, il ne me suivait pas seulement. Il me faisait du mal. Une vague de colère a traversé la peur, chaude et soudaine. Je n'allais pas mourir ici parce qu'un malade voulait jouer à des jeux. Je me suis forcé à m'arrêter et à réfléchir. Le vent venait de l'ouest, ce qui signifiait que si je le gardais sur ma joue droite, je me dirigerais vers le sud. Simple. J'ai ajusté ma direction et j'ai recommencé à avancer, délibérément, ignorant les empreintes maintenant. Je ne les regarderai pas. Je ne les laisserai pas me guider nulle part. Mais les empreintes ont changé aussi. Elles n'étaient plus à côté de moi. Elles étaient devant moi maintenant, coupant mon chemin en diagonale, me forçant à soit les enjamber, soit tourner à gauche pour les éviter. Chaque fois que je corrigeais ma trajectoire, de nouvelles empreintes apparaissaient devant moi, me bloquant, me redirigeant. C'était comme essayer de marcher dans un labyrinthe qui se construisait autour de moi en temps réel. Je me suis arrêté à nouveau, et cette fois, j'ai hurlé dans la tempête. Un son rauque, sans mots, qui m'a déchiré la gorge. J'ai exigé que celui qui était là se montre. Je l'ai traité de lâche. J'ai dit des choses dont je ne suis pas fier, des choses désespérées, suppliantes. Le vent a avalé chaque mot, puis pendant une seconde, la neige s'est éclaircie assez pour que je puisse voir peut-être 50 pieds devant moi. Il y avait une silhouette debout entre 2 pins. Une personne grande, vêtue de vêtements sombres, complètement immobile. Je ne pouvais pas distinguer un visage, juste la silhouette d'un corps, une capuche relevée, les bras pendant sur les côtés. Nous sommes restés là à nous regarder, ou du moins je le pense. Puis la neige s'est épaissie à nouveau et il a disparu. Quelque chose s'est brisé en moi après ça. Pas le courage. Je ne pense pas en avoir eu beaucoup à ce moment-là. Mais la paralysie qui s'était installée dans ma poitrine, le voir une silhouette humaine debout là à me regarder, l'a rendu concret. Ce n'était pas mon imagination. Ce n'était pas l'hypothermie qui jouait des tours à mon cerveau. Quelqu'un était là avec moi et il ne voulait pas m'aider. Il voulait autre chose.
J'ai atteint dans la poche de ma veste et j'ai sorti le petit boîtier de spray anti-ours que j'emportais toujours en randonnée. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Je l'ai tenu dans ma main droite avec le pouce sur la détente et j'ai recommencé à marcher. Cette fois, en avançant aussi vite que possible sans courir. Courir dans la neige profonde est presque impossible de toute façon, et j'avais besoin de conserver mon énergie. Mes jambes brûlaient. Mes poumons me faisaient mal. J'ai gardé le vent sur ma joue droite comme une bouée de sauvetage et j'ai refusé de regarder le sol. Je ne voulais pas voir les empreintes. Je ne voulais pas savoir à quelle distance elles se rapprochaient. Je me suis concentré sur le fait de mettre un pied devant l'autre, comptant mes pas pour éviter de crier. J'avais compté jusqu'à environ 300 quand les arbres se sont éclaircis et j'ai failli marcher au bord d'un ravin. Je me suis rattrapé à la dernière seconde, attrapant une branche qui a raclé mon gant et déchiré la peau en dessous. En bas, il y avait une chute d'environ 40 pieds, rocheuse et raide, avec un ruisseau gelé au fond, scintillant faiblement à travers la neige. Mon cœur battait si fort que je pouvais le sentir dans mes dents. J'ai regardé à gauche, puis à droite, essayant de trouver un moyen de contourner. Le ravin s'étendait dans les deux directions aussi loin que je pouvais voir, ce qui n'était pas loin, mais assez pour savoir que je ne pouvais pas simplement le contourner rapidement. C'est là qu'il m'avait guidé. C'était l'impasse. Je me suis retourné, m'attendant à voir cette silhouette sombre émerger du blanc, mais il n'y avait rien derrière moi sauf de la neige et du silence. Les empreintes étaient là, cependant, une traînée entière menant droit à l'endroit où je me tenais, s'arrêtant peut-être à 10 pieds de moi. Fraîche, nette, patiente. Qui que ce soit, il m'avait amené ici exprès. Et maintenant, il attendait de voir ce que je ferais. J'ai pris une décision à ce moment-là qui a probablement sauvé ma vie. Au lieu de paniquer, au lieu d'essayer de courir le long du bord du ravin où la neige était profonde et le sol incertain, j'ai fait la dernière chose qu'ils attendraient. Je suis descendu. Il y avait une section à ma droite où la pente était moins raide, plus une forte inclinaison qu'une chute abrupte, avec des rochers et des racines qui dépassaient de la neige. J'ai fourré le spray anti-ours dans ma poche, je me suis retourné pour faire face à la pente, et j'ai commencé à descendre à reculons, m'agrippant à tout ce que je pouvais trouver. Les rochers étaient glissants à cause de la glace, et mes gants rendaient difficile une bonne prise. 2 fois, mon pied a glissé et j'ai dévalé plusieurs pieds avant de me rattraper. Ma veste raclant contre la pierre, mon cœur coincé quelque part dans ma gorge. Mais j'ai continué. À mi-chemin, j'ai entendu quelque chose au-dessus de moi. Pas le vent, quelque chose de plus aigu. Un son comme des bottes écrasant la neige. Se déplaçant rapidement vers le bord du ravin. Je n'ai pas levé les yeux. J'ai simplement accéléré. Mes bras tremblaient à cause de l'effort, mes doigts engourdis même dans mes gants. Quand j'ai finalement atteint le bas, j'ai atterri lourdement sur le ruisseau gelé et j'ai senti la glace craquer sous mes bottes, mais elle a tenu. Je me suis relevé et j'ai regardé en haut du ravin. Il y avait une silhouette debout au bord, me regardant. La neige s'était éclaircie juste assez pour que je puisse le voir clairement pour la première fois. Un homme, je pense, d'après la carrure, épaules larges, grande taille, cette même veste sombre à capuche. Il ne bougeait pas, se contentant de rester là, les mains sur les côtés, à me regarder. Je ne pouvais pas voir son visage sous la capuche, mais j'ai senti ses yeux sur moi comme un poids physique. Pendant un long moment, aucun de nous n'a bougé. Puis il a fait un pas en arrière du bord et a disparu dans le blanc. Je suis resté là, tremblant, attendant qu'il réapparaisse ailleurs, attendant qu'il trouve un autre moyen de descendre. Mais les minutes ont passé et rien ne s'est produit. La tempête continuait de faire rage au-dessus de moi, mais dans le ravin, le vent était bloqué par les parois, et pour la première fois depuis des heures, j'ai pu entendre mes propres pensées. J'ai sorti mon téléphone avec des doigts tremblants. Toujours pas de réseau. Mais la boussole fonctionnait toujours, et je savais que les ruisseaux coulent vers le bas, et que vers le bas signifiait la civilisation. J'ai commencé à marcher le long de l'eau gelée, suivant son chemin sinueux à travers le ravin, et je ne me suis pas arrêté jusqu'à ce que les parois commencent à rétrécir et que les arbres commencent à s'éclaircir et que j'aperçoive au loin la ligne grise d'une route coupant la neige. Un pick-up m'a trouvé en train de tituber sur le bas-côté environ 20 minutes plus tard. Le conducteur était un homme plus âgé nommé Earl, qui travaillait pour l'équipe d'entretien des routes du comté. Il a dit que j'avais l'air d'un fantôme quand il s'est arrêté, pâle et tremblant, à peine capable de former des mots. Il m'a enveloppé dans une couverture du plateau de son camion et a mis le chauffage au maximum pendant que je m'asseyais sur le siège passager et pleurais. J'ai essayé de lui raconter ce qui s'était passé avec les empreintes,
la silhouette et le ravin, mais je tremblais si fort que mes dents claquaient et les mots sortaient de manière confuse et brisée. Il a simplement hoché la tête et m'a conduit directement au poste des gardiens à la base de la montagne. Les gardiens ont pris ma déposition, m'ont donné un café chaud et ont appelé les secours. Une équipe est montée le lendemain matin après que la tempête se soit calmée. Ils ont trouvé mes traces s'éloignant du sentier principal, ont trouvé l'endroit où j'avais descendu dans le ravin, ont trouvé le ruisseau gelé que j'avais suivi jusqu'à la route, mais ils n'ont pas trouvé d'autres empreintes. La neige avait tout recouvert. Ou peut-être n'y avait-il rien à trouver. Je ne sais pas. Le gardien qui m'a parlé ensuite a dit qu'il était possible que j'ai souffert d'une légère hypothermie, que le froid peut causer des hallucinations, de la paranoïa et de la confusion. Elle l'a dit d'une voix douce, comme si elle essayait d'être gentille. J'ai hoché la tête, les remercié et n'ai pas discuté. Mais je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que j'ai entendu. Je sais que ces empreintes étaient réelles parce que je les ai vues apparaître à côté des miennes, pas à pas, pendant ce qui m'a semblé des heures. Je sais que cette silhouette était réelle parce que je l'ai vue debout au bord de ce ravin, à me regarder, à m'attendre. J'ai déposé une plainte à la police en rentrant à Seattle et ils ont dit qu'ils enquêteraient, mais rien n'en est sorti. Aucun témoin, aucune preuve, aucun suspect. Juste un autre incident étrange dans l'arrière-pays qui ne pouvait pas être expliqué. Je ne suis jamais retourné sur le sentier Snow Peak. Je n'ai plus jamais fait de randonnée seul depuis ce jour-là, et je ne pense pas que je le referai un jour. Parfois, la nuit, quand le vent se lève devant la fenêtre de mon appartement, je pense encore à cette silhouette dans la tempête. Je pense à ce qui serait arrivé si je n'avais pas descendu ce ravin. Je pense à l'endroit où il essayait de me mener et à ce qui m'y attendait si j'avais suivi. Et je pense que quelque part là-bas, peut-être en ce moment même, il est debout dans les arbres au bord d'un parking de sentier vide, regardant une autre voiture se garer, regardant une autre femme lasser ses bottes, vérifier son téléphone et s'enfoncer seule dans le blanc. Et elle n'a aucune idée qu'il est là. Les quarts de nuit dans une blanchisserie ouverte 24 heures sur 24 vous apprennent des choses sur les gens que la lumière du jour ne révèle jamais. Ce qui m'est arrivé un jeudi de février 2018 me fait encore vérifier les verrous 2 fois avant de m'installer derrière le comptoir. Je travaillais chez Sud-CS Coin Wash sur Belmont Road à Columbus, dans l'Ohio, depuis environ 8 mois. Un boulot que j'avais pris après avoir abandonné l'université communautaire le printemps précédent, quand payer le loyer était devenu plus urgent que d'obtenir des crédits. L'endroit n'avait rien de spécial, 12 machines à laver industrielles, 8 sèche-linges, des néons qui bourdonnaient comme des insectes en colère, et un petit bureau à l'arrière où je passais la plupart de mon quart de travail à regarder Netflix sur mon téléphone et à aider occasionnellement les clients avec les machines bloquées. Mon quart de travail allait de 23h à 7h du matin, et la plupart des nuits, je voyais peut-être 4 ou 5 personnes en tout. Ce jeudi-là, les prévisions météo avaient averti d'un vortex polaire faisant chuter les températures à moins 15 degrés. Le genre de froid qui tue les sans-abri et fend les batteries de voitures en deux. Vers 2h du matin, la blanchisserie était complètement vide. Le vent hurlait contre les vitres en verre si fort que je m'attendais à ce qu'elles se brisent à tout moment. Je venais de finir de passer la serpillière près des tables de pliage quand j'ai remarqué une femme debout devant la porte d'entrée, son visage pressé contre la vitre, son souffle formant de petits nuages de buée qui disparaissaient presque instantanément dans l'air glacial. Elle portait une veste fine, loin d'être appropriée pour ce temps, et pas de gants. Ses doigts étaient rouges, presque violets aux extrémités, et elle tremblait si violemment que je pouvais voir tout son corps frissonner même à travers la porte. Elle a établi un contact visuel avec moi et a levé une main en un faible signe, puis a pointé du doigt la poignée de la porte. La politique de l'entreprise était claire, après minuit, la porte restait verrouillée et les clients devaient utiliser le système d'interphone. Mais en voyant cette femme, peut-être dans la quarantaine, avec des cheveux gris plaqués sur son front et le désespoir gravé dans chaque trait de son visage, j'ai su que je ne pouvais pas la laisser dehors gelée. Je me suis approché et j'ai déverrouillé la porte, et elle est presque tombée à l'intérieur, apportant avec elle une vague d'air glacé qui m'a fait halter. Elle m'a remercié d'une voix à peine audible, ses mots se brisant comme de la glace qui craque sur un étang. Elle s'appelait Renée, a-t-elle dit, et sa voiture était tombée en panne à environ 1 mile plus loin sur la route. Elle marchait depuis, essayant de trouver un endroit ouvert, n'importe où avec de la chaleur. Son téléphone était mort. Elle l'a levé pour me montrer l'écran vide, et elle avait juste besoin de se réchauffer et d'appeler son frère pour qu'il vienne la chercher. Tout cela avait un sens parfait. Je lui ai dit qu'elle pouvait s'asseoir sur l'une des chaises en plastique près des sèche-linges, où la chaleur résiduelle faisait de ce coin le point le plus chaud du bâtiment.
J'ai même proposé de lui donner la tasse de café que je sirotais, qu'elle a accepté avec des mains tremblantes. En la regardant enrouler ses doigts autour de ce gobelet en polystyrène, je me suis senti bien d'avoir pris cette décision. C'était une simple décence humaine. On ne laisse pas quelqu'un mourir d'hypothermie à cause d'une politique d'entreprise écrite par des gens qui n'avaient probablement jamais travaillé de nuit de leur vie. Pendant les 20 minutes suivantes, tout était calme. Renée était assise tranquillement, sirotant son café, retrouvant lentement des couleurs sur ses joues et ses doigts. Elle m'a demandé si elle pouvait utiliser le téléphone de mon bureau pour appeler son frère, et j'ai dit, bien sûr, en la conduisant à l'arrière. Le bureau était petit, à peine plus grand qu'un placard, avec un bureau en métal, une chaise roulante, un coffre-fort boulonné au sol où je déposais les collectes de pièces, et un téléphone filaire qui semblait sortir d'un musée. Elle a composé un numéro, a parlé brièvement à quelqu'un. J'ai entendu une voix masculine à l'autre bout, mais je n'ai pas pu distinguer les mots, puis elle a raccroché. Son frère était en route, m'a-t-elle dit, peut-être à 30 minutes. Elle m'a remercié à nouveau, et j'ai remarqué qu'elle regardait autour du bureau en parlant, ses yeux se déplaçant lentement sur le coffre-fort, les tiroirs du bureau, le petit moniteur de sécurité qui montrait des images granulaires du rez-de-chaussée. À l'époque, je n'y ai pas prêté attention. Elle était probablement juste curieuse, ennuyée ou encore désorientée par le froid. Je l'ai raccompagnée à sa chaise près des sèche-linges et suis retourné à ma place derrière le comptoir. Environ 15 minutes plus tard, l'interphone a sonné. J'ai levé les yeux vers le moniteur de sécurité et j'ai vu un homme debout à l'extérieur, les mains enfoncées profondément dans les poches de son manteau, les épaules voûtées contre le vent. Il était grand, probablement 1,90 m ou 1,95 m, avec un crâne rasé et une barbe épaisse sur laquelle la gelée s'accrochait. J'ai supposé que c'était le frère, arrivé plus tôt que prévu. J'ai jeté un coup d'œil à Renée et elle se levait déjà, marchant vers la porte. Mais quelque chose dans sa façon de bouger a attiré mon attention. Elle ne semblait ni surprise ni soulagée, comme on pourrait s'y attendre de quelqu'un dont le transport arrive enfin après avoir été abandonné dans un froid mortel. Son allure était mesurée, presque décontractée, et elle gardait les yeux fixés sur moi plutôt que sur l'homme à l'extérieur. J'ai appuyé sur le bouton pour déverrouiller la porte et l'homme est entré, tapant ses bottes sur le tapis et soufflant dans ses mains jointes. Il m'a fait un signe de tête, un rapide mouvement du menton, mais n'a pas dit merci ni offert aucun salut. Il a marché droit devant le comptoir et s'est placé à côté de Renée près des sèche-linges, et les deux ont commencé à parler à voix si basse que je ne pouvais pas les entendre. J'ai essayé de retourner à mon téléphone, faisant défiler les réseaux sociaux sans vraiment voir ce qu'il y avait sur l'écran, mais je ne pouvais pas me concentrer. Quelque chose dans la dynamique entre ces deux personnes me serrait la poitrine, envoyant de petits frissons d'inconfort le long de ma colonne vertébrale. Ils n'agissaient pas comme des frères et sœurs. Il n'y avait pas d'étreinte, pas d'expression de soulagement, pas de moment de « merci mon Dieu, tu es arrivé ». Ils se tenaient près l'un de l'autre, presque épaule contre épaule, leurs têtes penchées l'une vers l'autre comme des conspirateurs. Toutes les quelques secondes, l'un d'eux jetait un coup d'œil dans ma direction. Des regards rapides et furtifs qu'il pensait probablement que je ne remarquais pas. L'homme n'avait pas enlevé son manteau, ne s'était pas assis, n'avait fait aucune des choses qu'une personne fait lorsqu'elle arrive quelque part pour attendre. Il se tenait debout, son poids réparti sur les deux pieds, sa posture rigide, comme quelqu'un prêt à bouger rapidement si nécessaire. J'ai commencé à passer en revue des explications dans ma tête. Peut-être qu'ils avaient une relation compliquée. Peut-être qu'il était en colère de devoir conduire par ce temps. Peut-être que j'étais paranoïaque parce qu'il était 3 heures du matin et que j'avais été seul pendant des heures. Mais aucune de ces explications n'a calmé les alarmes qui sonnaient maintenant régulièrement au fond de mon esprit. L'homme s'est éloigné de Renée et a commencé à marcher vers moi. Ses bottes étaient lourdes, des bottes de travail avec des embouts en acier, et chaque pas résonnait contre le sol en linoléum comme un battement de tambour lent. Il s'est arrêté de l'autre côté du comptoir, assez près pour que je puisse sentir l'odeur de fumée de cigarette et quelque chose d'autre en dessous, quelque chose d'aigre, comme de la sueur ancienne. De près, je pouvais voir que ses yeux étaient gris pâle, presque sans couleur, et qu'ils ne contenaient aucune chaleur. Il m'a demandé si j'avais des toilettes qu'il pouvait utiliser. Je lui ai dit oui, en pointant vers le court couloir qui menait aux toilettes à l'arrière du bâtiment. Mais il ne s'est pas dirigé dans cette direction. Au lieu de cela, il s'est penché en avant sur le comptoir, ses avant-bras épais pressant contre la surface, et a demandé si les toilettes étaient près de ce bureau qu'il avait vu en entrant. J'ai senti ma gorge se serrer. La façon dont il l'a dit, ce bureau, il avait clairement fait attention,
cataloguant la disposition du bâtiment depuis le moment où il était entré par la porte. Je lui ai dit que les toilettes étaient à gauche, le bureau à droite, et que le bureau restait verrouillé. Il a souri à cela, un petit mouvement des lèvres qui n'a pas atteint ses yeux gris morts, puis s'est finalement retourné et a marché dans le couloir. Je l'ai regardé disparaître au coin et immédiatement Renée est apparue au comptoir comme si elle avait attendu ce moment précis. Elle s'est penchée près de moi, plus près que ce qui était confortable, et j'ai pu voir une petite cicatrice traversant son sourcil gauche que je n'avais pas remarqué auparavant. Elle m'a demandé si j'étais seul ce soir-là. La question m'a frappé comme un seau d'eau glacée. J'ai menti sans hésiter, lui ai dit que mon responsable était à l'arrière en train de faire l'inventaire et serait bientôt de retour. Quelque chose a traversé son visage, peut-être de la frustration ou un recalcul, et elle a jeté un coup d'œil vers le couloir où l'homme était parti. Elle a posé une autre question, alors, sa voix toujours amicale, mais avec une pointe en dessous maintenant, voulant savoir à quelle heure mon quart de travail se terminait et si quelqu'un d'autre viendrait me remplacer. Je lui ai dit 7 heures, lui ai dit que mon collègue était toujours en avance. Lui ai dit tous les mensonges que je pouvais imaginer pour faire paraître cet endroit moins isolé qu'il ne l'était en réalité. Elle a hoché la tête lentement, assimilant cette information, puis est retournée vers les sèche-linges sans un mot de plus. Mon cœur battait si fort que je pouvais le sentir dans mes tempes. Ces gens n'étaient pas là par accident. Ils n'étaient pas des voyageurs en détresse attendant un trajet. Ils étaient là pour quelque chose de spécifique. Et je commençais à comprendre exactement ce que c'était. L'homme est revenu du couloir, mais il n'est pas retourné là où Renée était assise. Au lieu de cela, il a marché directement vers la porte du bureau et a essayé la poignée. Comme ça. Sans prétexte, sans excuse. Il l'a secouée 1 fois, 2 fois, puis m'a regardé avec ses yeux gris plats et m'a demandé si je pouvais l'ouvrir parce qu'il pensait avoir laissé son téléphone là-bas quand sa sœur avait passé cet appel plus tôt. Le mensonge était si transparent qu'il en était presque insultant. Je lui ai dit non. Lui ai dit que le bureau restait verrouillé et que seul le responsable du matin avait la clé. C'était un autre mensonge. La clé était dans ma poche, y était restée toute la nuit, mais je l'ai dit avec autant de conviction que j'ai pu rassembler. Il m'a fixé pendant un long moment, et j'ai vu sa mâchoire se contracter, les muscles se gonflant sous sa barbe. Puis il s'est retourné et est retourné vers Renée, et les deux ont eu une autre conversation chuchotée. J'ai profité de ce moment pour sortir mon téléphone, le gardant sous le comptoir où il ne pouvait pas le voir. Mes mains étaient instables tandis que je tapais, mes doigts maladroits sur l'écran. J'ai ouvert le numéro du poste de police local. Pas le 911 parce que je ne savais pas si cela qualifiait une urgence, mais la ligne non urgente que j'avais enregistrée des mois plus tôt après qu'un client ivre avait menacé de briser nos vitres. J'ai gardé les yeux sur eux pendant que le téléphone sonnait, les regardant alors que l'homme marchait à nouveau vers la porte du bureau. Cette fois, il ne s'est pas embarrassé avec la poignée. Il a planté son épaule contre la porte et a poussé, testant sa résistance, le bois gémissant sous la pression. Renée était debout maintenant aussi, positionné près de l'entrée principale, et j'ai réalisé avec un sursaut écœurant qu'elle bloquait ma seule issue. Le téléphone a cliqué, et une opératrice a répondu, sa voix fatiguée et ennuyée. J'ai parlé aussi doucement que possible. Lui ai dit ma localisation. Lui ai dit que j'avais 2 personnes dans le bâtiment qui essayaient de forcer la porte du bureau à l'arrière. Lui ai dit que j'étais seul et effrayé. Elle m'a demandé de rester en ligne. M'a dit que des officiers étaient en route. M'a dit de rester calme et de ne pas les affronter. J'ai presque ri à cette dernière partie. La confrontation était la dernière chose à laquelle je pensais. Tout ce que je voulais, c'était survivre aux prochaines minutes jusqu'à l'arrivée de l'aide. L'homme a de nouveau frappé la porte du bureau avec son épaule, plus fort cette fois, et j'ai entendu le cadre craquer. La tête de Renée s'est tournée vers le bruit, puis vers moi. Et nos regards se sont croisés à travers la pièce éclairée par des néons. Elle savait que j'avais passé un appel. Elle devait le savoir. Et l'expression sur son visage, froide, calculatrice, totalement dépourvue de la désespoir qu'elle avait si convaincamment joué 1 heure plus tôt, m'a dit que la situation allait changer très vite. Renée a dit quelque chose de sec à l'homme. Un seul mot que je n'ai pas pu comprendre. Et il a arrêté de défoncer la porte. Pendant un moment, tout était immobile. Le bourdonnement des néons, le grattement lointain du vent contre les vitres, la voix étouffée de l'opératrice qui parlait toujours dans mon oreille. Tout cela semblait s'estomper en arrière-plan alors qu'il se tenait là, figé dans ce qui semblait être de l'indécision. Puis l'homme a mis la main dans la poche de son manteau et tout mon corps s'est raidi de peur.
Mais ce qu'il a sorti n'était pas une arme. C'était un téléphone. Il a regardé l'écran, a dit quelque chose à René, et elle a juré assez fort pour que je l'entende clairement à travers la pièce. Des sirènes. Faibles au début, à peine audibles par-dessus le vent hurlant, mais devenant de plus en plus fortes à chaque seconde qui passait. L'homme a fourré son téléphone dans sa poche et s'est dirigé vers la porte d'entrée, ne courant pas, mais se déplaçant avec détermination, ses bottes martelant le sol. René l'a suivi juste derrière lui, s'arrêtant seulement pour me regarder une dernière fois. Il n'y avait pas de colère dans son expression, pas de frustration d'avoir été déjoué, juste une sorte d'évaluation vide, comme si elle rangeait mon visage pour référence future. Puis elle a poussé la porte et a disparu dans l'obscurité glacée à l'extérieur. La police est arrivée environ 3 minutes plus tard. 2 voitures de patrouille dont les lumières peignaient le parking enneigé en bleu et rouge alterné. Je les ai laissés entrer avec des mains qui ne cessaient de trembler, et je leur ai tout raconté. Ils ont fouillé les lieux, mais n'ont trouvé aucune trace de René ou de l'homme. Aucune voiture abandonnée à 1 mile plus loin sur la route comme elle l'avait prétendu. Aucune empreinte dans la neige menant quelque part d'utile. Le vent avait déjà effacé toute trace qu'ils avaient pu laisser derrière eux. Les officiers ont pris ma déposition, examiné les dégâts sur la porte du bureau. Le cadre était fissuré presque en 2, un autre bon coup, et il aurait cédé complètement, et m'ont dit que j'avais bien fait d'appeler quand je l'avais fait. L'une d'elles, une femme aux cheveux gris courts et à la voix calme et posée, a dit que ce n'était pas la première fois qu'il voyait quelque chose de ce genre. Des équipes de 2, a-t-elle expliqué. L'un joue la victime et obtient l'accès, l'autre arrive plus tard et fait le travail difficile. Il cible les entreprises isolées pendant les intempéries, comptant sur le froid pour rendre les gens compatissants et négligents. Elle a dit que j'avais de la chance. Elle a dit que cela aurait pu mal tourner. Je savais qu'elle avait raison, mais le savoir n'a pas arrêté les tremblements. N'a pas effacé l'image du dernier regard de René de ma mémoire. J'ai quitté ce travail 2 semaines plus tard, j'ai donné ma démission le lendemain matin quand mon responsable est arrivé et a vu le cadre de porte éclater, le rapport de police sur le comptoir, et moi assis dans un coin avec une tasse de café froid que je n'avais pas touché depuis des heures. Il a compris, m'a dit qu'il aurait fait la même chose. J'ai trouvé un travail dans un entrepôt après cela, uniquement des quarts de jour, entouré de collègues et de chariots élévateurs et de bruit. Le genre de travail où l'on n'est jamais vraiment seul. Cela fait 6 ans maintenant et je pense encore à cette nuit plus souvent que je ne voudrais l'admettre. Chaque fois que la température descend en dessous de 0, chaque fois que je vois un reportage sur les sans-abri mourant de froid, chaque fois que quelqu'un frappe à une porte tard dans la nuit, je me retrouve dans cette blanchisserie, regardant René presser son visage contre la vitre avec ses doigts violets et cette performance de désespoir qui m'a complètement trompé. Je ne me blâme pas de l'avoir laissé entrer. Je pense que la plupart des gens auraient fait la même chose, confrontés à une femme gelée suppliant de l'aide au milieu de la nuit. Mais j'ai appris quelque chose ce jeudi de février, quelque chose qui est resté avec moi depuis. La gentillesse peut être une porte. Et il y a des gens dans ce monde qui passent leur vie à chercher quelqu'un prêt à l'ouvrir. Mon trajet de retour de l'entrepôt prend généralement environ 40 minutes, mais ce soir-là en janvier 2023, il a plutôt duré près d'1 heure à cause de la glace. J'avais tout juste fêté mes 34 ans une semaine plus tôt, et ma femme ne cessait de me dire que je devais trouver un travail plus près de la maison, quelque chose qui ne nécessitait pas de conduire à travers des routes rurales à 23 heures. Elle avait raison, bien sûr, comme d'habitude. Mais le salaire était bon, et nous venions d'acheter notre première maison, alors j'ai continué à faire ce trajet 5 nuits par semaine, empruntant des routes secondaires qui recevaient à peine un entretien de la part du comté pendant l'hiver. Ce mercredi-là en particulier, la température était tombée à environ -10 degrés, et le chauffage de mon Ford livrait une bataille perdue contre le froid qui s'infiltrait par les vitres. Je me souviens d'être épuisé, de cette fatigue profonde qui vous envahit après avoir chargé des camions pendant 10 heures d'affilée. Tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi, embrasser ma femme et m'effondrer dans mon lit. J'étais à environ 20 minutes de la maison, roulant sur une portion de route qui traverse d'anciennes terres agricoles et des zones boisées denses, quand j'ai aperçu une silhouette sur le bas-côté. Au début, j'ai cru que c'était un cerf, à la façon dont la forme était apparue dans mes phares. Mais ensuite, j'ai vu des bras s'agiter et j'ai réalisé que c'était une personne. Une femme, peut-être dans la quarantaine, vêtue d'un manteau sombre bien trop fin pour ce temps. Elle se tenait à côté de ce qui semblait être une vieille Chevrolet berline. Le capot était ouvert et elle me faisait signe de m'arrêter avec les 2 mains, comme si sa vie en dépendait. J'ai grandi dans une petite ville.
Mes parents m'ont appris à aider les gens quand ils en ont besoin. Et sur une route comme celle-ci, sans service téléphonique et avec des températures capables de vous tuer en quelques heures, laisser quelqu'un en détresse n'était pas quelque chose que je pouvais faire. Alors, je me suis garé à environ 30 pieds devant sa voiture et j'ai mis mes warnings. Je suis resté assis une seconde, la regardant dans mon rétroviseur alors qu'elle courait vers mon camion. Quelque chose dans mon ventre s'est serré, mais je me suis dit que j'étais paranoïaque. Elle est arrivée à ma vitre passager et je l'ai baissée à moitié. Le froid m'a immédiatement frappé le visage, vif et mordant. De près, j'ai vu qu'elle était plus jeune que je ne l'avais d'abord pensé, peut-être au début de la trentaine, avec des cheveux bruns tirés en arrière en une queue de cheval désordonnée. Son nez était rouge à cause du froid et elle tremblait fort, ses dents claquaient littéralement quand elle parlait. Elle m'a dit que sa voiture était tombée en panne environ 1 heure plus tôt et qu'elle attendait que quelqu'un passe. Elle a dit que son téléphone était mort et qu'elle avait besoin d'un trajet jusqu'à chez son frère, qui n'était qu'à quelques miles plus loin sur la route. Elle a pointé vaguement dans l'obscurité devant nous, au-delà de la portée de mes phares. Je lui ai demandé si elle voulait que je jette un coup d'œil à sa voiture d'abord, peut-être essayer de la démarrer, mais elle a secoué la tête rapidement et a dit que ce n'était pas la peine, que le moteur lui posait des problèmes depuis des semaines et qu'il avait finalement rendu l'âme pour de bon. La façon dont elle l'a dit, rapide et catégorique, m'a fait hésiter, mais elle avait l'air sincèrement gelée, sincèrement désespérée, et je ne pouvais pas simplement la laisser là. Alors, j'ai déverrouillé la porte et je lui ai dit de monter. Elle s'est glissée sur le siège passager et a immédiatement mis ses mains devant les bouches d'aération, les frottant l'une contre l'autre. Elle sentait la cigarette et autre chose, quelque chose d'aigre que je n'arrivais pas à identifier. Je lui ai demandé où habitait exactement son frère et elle m'a donné des indications qui nous ont fait quitter la route principale pour une plus petite que je n'avais jamais empruntée auparavant. Je connaissais assez bien la région pour savoir qu'il y avait quelques maisons éparpillées par là-bas. D'anciennes propriétés avec de longues allées cachées derrière des arbres, donc cela ne semblait pas impossible. Mais alors que je tournais sur cette route plus étroite, j'ai remarqué que le revêtement se dégradait presque immédiatement. Des plaques de glace partout. Aucune trace de pneus devant nous. Aucun signe que quelqu'un ait roulé ici récemment. Les bois se refermaient des deux côtés, des branches basses raclant mon camion alors que je roulais. J'ai ralenti à environ 20 km/h parce que je voyais à peine où j'allais. Mes phares semblaient simplement avalés par l'obscurité devant moi. Et c'est alors qu'elle m'a dit de continuer, que c'était juste un peu plus loin. Sa voix avait changé, plus effrayée maintenant, calme, presque plate. Je l'ai regardée et elle ne me regardait pas. Elle fixait droit devant elle, ses mains ne se frottant plus pour se réchauffer, simplement posées sur ses cuisses. Les tremblements avaient aussi cessé, ce qui m'a semblé étrange parce que le chauffage de mon camion n'était pas si bon, et elle gelait encore quelques minutes plus tôt. Je lui ai demandé combien de temps il restait, essayant de garder ma voix décontractée, et elle a simplement dit « bientôt ». C'est tout. Bientôt. Aucun autre détail, aucun repère à surveiller, rien. Ma prise sur le volant s'est resserrée. J'ai commencé à penser à la distance que nous avions parcourue depuis la route principale. Peut-être 3 kilomètres, peut-être plus. Je n'avais vu aucune maison, aucune lumière à travers les arbres, juste de l'obscurité et de la glace. Et cette femme assise à côté de moi, qui soudain ne ressemblait plus à la même personne que j'avais ramassée. J'ai pensé à ma femme à la maison, probablement endormie maintenant, ne sachant pas où j'étais. J'ai pensé à ce que personne ne me trouverait ici si quelque chose arrivait. Cette pensée m'a frappé fort et j'ai senti ma poitrine se serrer. Puis j'ai vu quelque chose qui a fait se tendre tout mon corps. Sur le côté gauche de la route, peut-être à 50 pieds devant, il y avait une silhouette debout dans les arbres, simplement debout là, parfaitement immobile, nous regardant passer. C'était un homme. Je pouvais le dire à la carrure, vêtu de vêtements sombres qui se fondaient dans les ombres. Je ne l'ai vu que parce que mes phares ont capté un éclair de quelque chose de réfléchissant sur sa veste, peut-être une fermeture éclair ou un bouton. Je n'ai rien dit, j'ai simplement continué à conduire, mes yeux passant de la route à mes rétroviseurs. Puis j'en ai vu un autre, cette fois sur le côté droit, plus en arrière, mais définitivement là. Une autre personne debout parmi les arbres, faisant face à la route. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. J'ai regardé la femme et elle fixait toujours devant elle. Son visage était complètement vide, comme si elle attendait quelque chose. J'ai su à ce moment-là que j'avais roulé dans quelque chose de mauvais, quelque chose de planifié, et que je devais sortir de là avant qu'il ne soit trop tard. Je n'ai pas réfléchi, j'ai simplement agi.
J'ai freiné brusquement et le camion a dérapé sur la glace, faisant un tête-à-queue pendant une seconde avant que je ne le maîtrise. La femme a attrapé le tableau de bord et m'a finalement regardé, et son expression n'était pas la surprise ou la peur. C'était de la colère, une colère froide et pure, comme si j'avais gâché quelque chose sur laquelle elle travaillait. Elle a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais j'étais déjà en train de passer la marche arrière. J'ai accéléré et nous avons reculé brusquement, les pneus patinant avant de prendre. Elle a attrapé mon bras, ses doigts s'enfonçant dans ma veste, me hurlant de m'arrêter, d'attendre, que je faisais une erreur. Mais sa voix était différente maintenant, urgente et dure. Rien à voir avec la femme sans défense que j'avais ramassée sur le bas-côté. Je l'ai repoussée et j'ai continué à reculer, mes yeux passant des rétroviseurs, essayant de rester sur la route. Les branches raclaient le camion comme des doigts essayant de nous retenir sur place. J'ai vu du mouvement dans ma vision périphérique. Des ombres se déplaçant entre les arbres, se rapprochant. Elle a essayé d'attraper le volant, puis s'est jetée à travers la console centrale. Je l'ai repoussée avec mon coude plus fort que je ne l'avais voulu, et elle a heurté la portière passager avec un grognement. Pendant une seconde, nos regards se sont croisés, et je n'ai vu rien là-dedans. Aucune humanité, aucun remords, juste de la frustration que son piège s'effondrait. Je me suis penché par-dessus elle et j'ai tiré la poignée de la portière, poussant la portière ouverte avec ma main libre tout en essayant toujours de conduire avec l'autre. L'air froid s'est engouffré, et elle s'est accrochée au siège, me hurlant maintenant des noms que je ne répéterai pas. Je lui ai donné une dernière poussée, et elle est tombée sur la route glacée, roulant dans l'obscurité. Je n'ai pas attendu pour voir si elle allait bien. J'ai refermé la portière et j'ai continué à reculer jusqu'à ce que je trouve un endroit assez large pour faire demi-tour. Pendant tout ce temps, j'ai pu voir des silhouettes émerger des bois dans mes phares. 3 d'entre elles, peut-être 4, courant vers le camion. Elles étaient proches, trop proches. Mais j'ai réussi à faire demi-tour avec le camion et j'ai accéléré à fond, le moteur rugissant alors que les pneus luttaient pour trouver de l'adhérence sur la glace. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai gardé le pied sur l'accélérateur et les yeux rivés sur la route étroite devant moi, priant pour ne pas glisser dans un fossé ou envelopper le camion autour d'un arbre. Le volant tremblait dans mes mains chaque fois que je heurtais une plaque de glace, mais je me suis accroché et j'ai continué. Cela a semblé durer une éternité avant que je ne voie enfin la route principale devant moi, ce tronçon familier de bitume qui me ramènerait à la maison. Quand mes pneus ont touché l'asphalte solide, j'ai laissé échapper un son qui était à mi-chemin entre un rire et un sanglot. Tout mon corps tremblait, non pas à cause du froid, mais à cause de l'adrénaline qui courait encore en moi. J'ai roulé bien au-dessus de la limite de vitesse pour le reste du trajet, vérifiant constamment mes rétroviseurs pour voir des phares derrière moi, m'attendant à voir cette vieille Chevrolet me suivre. Mais il n'y avait rien, juste une route vide et l'obscurité. Quand je me suis garé dans mon allée, je suis resté assis dans le camion pendant longtemps avec le moteur en marche, essayant de me calmer assez pour entrer et affronter ma femme sans lui faire peur à mort. Je ne lui ai pas tout raconté cette nuit-là. Je n'ai pas pu. Elle était à moitié endormie quand je me suis glissé dans le lit et je l'ai simplement serrée dans mes bras, fixant le plafond jusqu'à ce que le soleil se lève. Le lendemain matin, j'ai appelé pour dire que j'étais malade et je suis retourné sur cette portion de route en plein jour. Je me suis dit que j'avais besoin de la revoir. De me prouver que cela s'était vraiment passé comme je m'en souvenais. La voiture de la femme avait disparu. Il n'y avait aucun signe qu'elle ait jamais été là. Pas de verre brisé, pas de traces de pneus dans la neige fondante, rien. J'ai roulé lentement sur cette route secondaire où je l'avais emmenée, celle qui menait dans les bois. En plein jour, cela semblait presque paisible, juste une route de campagne tranquille avec des arbres nus de chaque côté. Mais à environ 1 mile, j'ai trouvé ce que je cherchais. Il y avait une clairière sur la droite, cachée de la route par un mur de broussailles. Et dans cette clairière, je pouvais voir des traces de pneus, beaucoup. Le sol était tout retourné, comme si plusieurs véhicules s'y étaient garés récemment. Je ne suis pas sorti de mon camion pour regarder de plus près. Je n'en avais pas besoin. Je savais exactement ce qu'était cet endroit. C'était là qu'il m'avait attendu. Je suis allé à la police ce même après-midi, assis au poste pendant 2 heures à raconter mon histoire à un adjoint qui me regardait comme si je mentais. Il a tout noté, m'a posé quelques questions, et a dit qu'ils enquêteraient. Cela fait presque 2 ans maintenant. Je n'ai jamais eu de leurs nouvelles, pas une seule fois. J'ai appelé quelques fois durant les premiers mois pour demander s'il y avait des mises à jour, s'ils avaient trouvé quelque chose. Ils disaient toujours la même chose,
qu'il n'y avait aucune preuve d'un crime, aucun rapport d'incident similaire dans la région, rien qu'ils puissent faire. J'ai essayé de trouver des articles de presse sur des carjackings ou des vols sur des routes rurales dans notre comté, tout ce qui pourrait être lié à ce qui m'était arrivé. Je n'ai rien trouvé. C'était comme si cela n'avait jamais eu lieu. Mais je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que ces gens prévoyaient de faire. Parfois, la nuit, quand je n'arrive pas à dormir, je pense à ce qui serait arrivé si j'avais continué à rouler sur cette route. Si je n'avais pas vu ces silhouettes dans les arbres, si j'avais fait confiance à cette femme un peu plus longtemps. Je pense à la clairière avec toutes ces traces de pneus. Et je me demande combien de personnes ont roulé dans ces bois et n'en sont jamais ressorties. Je ne prends plus cet itinéraire pour rentrer. J'ai changé pour un trajet plus long qui ajoute 20 minutes à mon trajet, mais il reste sur des routes bien éclairées avec plus de circulation. Ma femme connaît maintenant toute l'histoire. Elle a pleuré quand je le lui ai raconté, m'a serré très fort, m'a fait promettre de trouver un autre travail. Je travaille encore là-dessus. Mais certaines nuits, quand je rentre tard et que je vois quelqu'un sur le bas-côté avec ses warnings allumés, je sens une torsion malsaine dans mon estomac. J'ai envie d'aider. C'est qui je suis, c'est comme ça que j'ai été élevé. Mais je continue à rouler chaque fois. Je continue à rouler. Et je me déteste un peu pour ça, parce que peut-être que cette personne a vraiment besoin d'aide. Peut-être que sa voiture est vraiment tombée en panne et qu'elle gèle, effrayée et seule. Mais je ne peux pas m'arrêter. Je ne m'arrêterai plus jamais, parce que je sais maintenant qu'il y a des gens qui comptent sur votre gentillesse. Ils l'utilisent comme une arme. Et la seule raison pour laquelle je suis ici à écrire ceci, c'est parce que j'ai eu de la chance. Je les ai vus avant qu'ils ne soient prêts pour moi. C'est tout. C'est la seule raison pour laquelle je suis rentré cette nuit-là. Juste de la chance. Et cette pensée me tient éveillé plus que tout le reste. 17 heures après avoir quitté Fairbanks sur la Dalton Highway en février, on commence à remettre en question chaque décision qui vous a mené à ce point. Ma classe de fin d'études en 2009 était partie à l'université, à des emplois de bureau, à des vies avec chauffage central et week-end de congé. Et me voilà, agrippant un volant à 2 heures du matin tandis que l'Arctique faisait de son mieux pour me tuer. Je conduisais des marchandises pour Kenworth Logistics à Fairbanks, transportant des chargements jusqu'à Prudhoe Bay pendant la saison hivernale lorsque les routes de glace s'ouvraient, et l'argent était suffisamment bon pour faire oublier le bon sens à un homme. Lors de ce trajet, je transportais de l'équipement de forage valant plus que ce que je gagnerais en 5 ans, avançant à 20 km/h parce que le blizzard avait transformé le monde en un mur de parasites. Mon camion était un Peterbilt 379 que j'avais surnommé Rosemary en l'honneur de ma grand-mère, et c'était la seule chose entre moi et une mort gelée dans un fossé. Le chauffage était à fond. Les essuie-glaces livraient une bataille perdue contre la neige. Et quelque part derrière tout ce blanc, le soleil ne se lèverait pas avant encore 6 heures. J'avais fait ce trajet peut-être 40 fois en 3 hivers, et je n'avais jamais vu des conditions aussi mauvaises. La radio me causait des problèmes depuis que j'avais passé Cold Foot, grésillant comme si quelqu'un jouait avec le cadran de l'autre côté. J'ai continué à essayer de joindre la centrale. J'ai continué à essayer de contacter n'importe quel autre chauffeur qui pourrait être sur la route cette nuit-là. Mais tout ce que j'ai obtenu, ce sont des rafales de parasites ponctuées de silence. L'isolement là-haut est quelque chose que les gens qui n'ont jamais roulé sur ces routes ne peuvent pas comprendre. Il n'y a rien pendant des kilomètres dans toutes les directions, sauf de la toundra, de la glace et l'occasionnel lit de ruisseau gelé. Pas de service cellulaire, pas de station-service, pas de maison de ferme avec leurs lumières allumées. Juste la route, vos phares, et le vent hurlant qui secoue votre remorque comme s'il essayait de vous faire basculer. J'avais un téléphone satellite pour les urgences, mais quand je l'ai vérifié, l'écran indiquait « pas de signal », ce qui était inhabituel car ces appareils étaient censés fonctionner n'importe où. Je me suis dit que la tempête interférait avec le satellite. Je me suis dit que cela se dégagerait dans 1 heure ou 2. C'est alors que j'ai vu pour la première fois la silhouette debout sur le bas-côté de la route, peut-être à 200 pieds devant, juste à la limite de la portée de mes phares. J'ai relâché l'accélérateur et j'ai laissé Rosemary ralentir toute seule, ne voulant pas freiner brusquement sur de la glace que je ne pouvais pas voir sous la neige tassée. La silhouette ne bougeait pas, se contentant de rester là, face à la route. Et en m'approchant, j'ai pu distinguer plus de détails. Un parka sombre avec une capuche bordée de fourrure. Aucun visage visible, les mains pendantes sur les côtés. Aucun véhicule à proximité. Aucune motoneige.
Rien pour expliquer comment une personne pouvait se trouver ici, au milieu d'un blizzard à 2 heures du matin, à 60 miles du poste le plus proche avec un bâtiment chaud. Ma première pensée a été que quelqu'un était en panne et avait marché jusqu'à ne plus pouvoir avancer. Que j'étais en train de regarder un conducteur en détresse à quelques minutes de mourir de froid. J'ai commencé à me garer, mon pied survolant la pédale de frein, déjà en train de passer en revue la procédure dans ma tête, le faire monter dans la cabine, mettre le chauffage à fond, appeler à l'aide par radio une fois le signal revenu. Mais quelque chose m'a fait hésiter. La personne ne faisait pas de signe, ne m'appelait pas à l'aide, ne faisait aucune des choses que l'on attendrait de quelqu'un désespéré pour être secouru. Elle se contentait de rester là, immobile, comme un mannequin que quelqu'un aurait planté dans la neige en guise de blague macabre. J'ai avancé à environ 5 km/h, assez près pour que mes phares auraient dû éclairer son visage, mais la capuche était inclinée vers le bas et tout ce que je pouvais voir était de l'ombre. Mon rétroviseur latéral a capté la silhouette alors que je passais. Toujours immobile, toujours face à la route, comme si elle attendait quelque chose. Je me suis dit d'arrêter. Je me suis dit que laisser quelqu'un ici était comme le condamner à mort. Mais mes mains refusaient de tourner le volant. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la façon dont elle se tenait. Quelque chose d'innaturel dans cette immobilité parfaite dans un vent qui soufflait assez fort pour faire osciller ma remorque. J'ai regardé dans le rétroviseur alors que la silhouette rétrécissait derrière moi, avalée par le blizzard, et j'ai senti une culpabilité lourde s'installer dans ma poitrine. J'ai saisi la radio et j'ai réessayé, espérant signaler la présence à quelqu'un, n'importe qui. Mais tout ce que j'ai obtenu, c'était ce même parasite mort. Le téléphone satellite affichait toujours, pas de signal. J'étais complètement seul là-bas, et je venais de passer à côté de ce qui aurait pu être une personne mourante parce que quelque chose dans mes tripes me disait de ne pas m'arrêter. J'ai repassé l'image dans ma tête encore et encore, le parka sombre, la capuche bordée de fourrure, les mains pendantes, mollement, sur les côtés, et j'ai essayé de me convaincre que j'avais pris la bonne décision. Environ 20 minutes plus tard, l'aiguille du thermomètre du moteur a commencé à grimper vers le rouge. Rosemary n'avait jamais surchauffé avant, pas une seule fois en 3 ans, et j'ai su immédiatement que quelque chose n'allait pas. Je me suis garé sur le bas-côté et j'ai coupé le moteur, écoutant le vent hurler contre la cabine pendant que j'attendais que la température redescende. Le protocole était simple, laisser refroidir, vérifier le liquide de refroidissement, redémarrer et surveiller. Je l'avais fait une centaine de fois sur d'autres camions, bien que jamais dans des conditions comme celle-ci. Jamais quand s'arrêter signifiait s'exposer à un air assez froid pour geler la peau exposée en moins d'1 minute. J'ai fermé ma parka jusqu'en haut, enfilé mes gants isolés et attrapé la lampe torche sous le siège. Le moment où j'ai ouvert la porte, le froid m'a frappé comme un mur physique, volant le souffle de mes poumons et faisant instantanément couler mes yeux. Je suis descendu et j'ai marché jusqu'à l'avant du camion, mes bottes craquant sur la neige tassée, le faisceau de la lampe torche à peine capable de percer le blanc tourbillonnant. Le réservoir de liquide de refroidissement semblait bien. Les tuyaux étaient intacts. Je n'ai pas trouvé de raison évidente à la hausse de température, ce qui signifiait que c'était probablement un problème de capteur, un dysfonctionnement électrique dû au froid. J'allais remonter dans la cabine quand j'ai remarqué les empreintes. Elles étaient du côté passager du camion, une seule ligne d'empreintes de bottes dans la neige fraîche menant de quelque part derrière moi vers la remorque. Ma lampe torche a suivi les traces le long du camion, et elle s'arrêtait juste aux portes arrière de la remorque, comme si la personne qui les avait faites avait marché jusqu'ici puis avait simplement disparu. La neige tombait encore assez fort pour que toute empreinte soit recouverte en quelques minutes, ce qui signifiait que celle-ci était fraîche, faite dans les 20 dernières minutes. Pendant que j'étais assis dans la cabine, attendant que le moteur refroidisse, je suis resté là à les regarder, mon souffle sortant en épaisse volute blanche, essayant de comprendre ce que je voyais. Il n'y avait personne autour. Je n'avais rien entendu. Je n'avais vu aucune lumière ni mouvement. La route derrière moi était vide. La route devant moi était vide. Et les seuls sons étaient le vent et le tic-tac de mon moteur qui refroidissait. Mais quelqu'un avait marché jusqu'à ma remorque pendant que j'étais assis à l'intérieur, complètement inconscient, puis avait disparu sans laisser de traces. J'ai pensé à la silhouette sur la route, celle que j'avais dépassée 20 minutes plus tôt, et un froid qui n'avait rien à voir avec la météo s'est installé dans mes os. J'ai marché vers l'arrière de la remorque, lampe torche levée, m'attendant à moitié à ce que quelqu'un me saute dessus de derrière les roues. Les empreintes menaient droit aux doubles portes et s'y arrêtaient, mais le joint de la remorque était toujours intact. Le cadenas métallique que j'avais sécurisé à Fairbank était exactement là où je l'avais laissé, intact et gelé solide.
Qui que ce soit qui avait marché jusqu'ici n'avait pas essayé de forcer l'entrée, n'avait pas essayé de voler ce qui se trouvait à l'intérieur. Il avait simplement marché, s'était arrêté devant les portes, et puis quoi? J'ai fait lentement le tour de la remorque, vérifiant chaque ombre, chaque espace entre les roues, mais il n'y avait personne. Le vent hurlait et la neige tourbillonnait, et j'étais complètement seul. J'ai pensé à suivre les empreintes en arrière, à les retracer jusqu'à l'endroit d'où elles venaient, mais l'idée de m'éloigner de mon camion dans ce néant blanc m'a rempli de peur. Au lieu de cela, je me suis précipité vers la cabine, je suis monté et j'ai verrouillé les 2 portes. Mon cœur battait si fort que je pouvais le sentir dans mes tempes. J'ai réessayé la radio, désespéré d'entendre une autre voix humaine, mais les parasites étaient encore pires maintenant, un grésillement dur qui ressemblait presque à une interférence d'un autre signal. Le moteur avait suffisamment refroidi pour redémarrer. Alors, j'ai mis Rosemary en marche et je suis retourné sur la route, poussant la vitesse aussi haut que j'osais dans des conditions qui exigeaient de la prudence. Toutes les quelques secondes, je vérifiais mes rétroviseurs, surveillant les phares derrière moi, surveillant les mouvements dans le mur blanc qui entourait le camion. Rien, juste de la neige et de l'obscurité et la faible lueur de mes propres feux arrière se reflétant sur la tempête. J'ai roulé pendant peut-être 10 miles, ma prise sur le volant si serrée que mes articulations me faisaient mal, avant de remarquer quelque chose qui m'a fait lâcher l'accélérateur à nouveau. La remorque oscillait. Pas le balancement normal que l'on obtient avec les rafales de vent ou une surface de route inégale, mais un balancement rythmé et délibéré, comme si quelque chose à l'intérieur déplaçait son poids d'un côté à l'autre. Je savais ce que je transportais. De l'équipement de forage, des caisses de pièces de machines, des matériaux industriels lourds sanglés sur des palettes. Rien de tout cela ne devait bouger. Rien de tout cela ne pouvait bouger, à moins que les sangles ne se soient desserrées ou que quelqu'un ne soit à l'intérieur de la remorque et pousse contre la charge. J'ai regardé dans le rétroviseur et j'ai vu la remorque osciller à nouveau, un mouvement de pendule lent qui n'avait aucune explication naturelle. Et j'ai senti chaque poil de mes bras se dresser sous mon manteau. Je n'allais pas m'arrêter. C'était la seule chose dont j'étais certain. Peu importe ce qui se passait là-bas, qui que ce soit, il voulait que je m'arrête à nouveau. Il voulait que je sois hors de la cabine, exposé, vulnérable. La silhouette sur la route avait été un appât. Le problème de moteur avait été un piège. Et maintenant, ce balancement était une autre tentative pour me faire m'arrêter. J'ai enfoncé l'accélérateur et j'ai senti Rosemary bondir en avant, le compteur de vitesse grimpant au-dessus de 30, puis 35, plus vite que quiconque ne devrait conduire sur une route de glace dans un blizzard. La remorque continuait à osciller derrière moi, plus violemment maintenant, comme si la personne à l'intérieur pouvait sentir que j'accélérais et essayait de déséquilibrer mon camion. J'ai serré le volant à 2 mains et j'ai gardé les yeux rivés sur le cône étroit de visibilité devant moi, priant pour ne pas heurter une plaque de glace noire ou une congère qui m'enverrait déraper hors de la route. Le prochain point de contrôle était Dead Horse, peut-être à 40 miles de vent, et si je pouvais simplement y arriver sans m'arrêter, je serais en sécurité. Il y aurait d'autres personnes, d'autres camions, un endroit avec des lumières et de la chaleur et des témoins. Je devais simplement continuer à conduire et ne pas regarder en arrière. Puis les coups ont commencé. Ils venaient du toit de la cabine, directement au-dessus de ma tête. Un martèlement lourd et rythmé, comme si quelqu'un était là-haut en train de frapper le métal avec son poing. J'ai sursauté sur mon siège et j'ai failli déraper de la route. Mon cœur battait si fort que je pouvais à peine respirer. Les coups ont continué. 3 coups, puis une pause, puis 3 autres. Un schéma trop délibéré pour être accidentel. J'ai essayé de me dire que c'était de la glace tombant d'un pont, des débris de la tempête, n'importe quoi sauf ce que c'était manifestement. Mais il n'y a pas de pont sur la Dalton Highway. Il n'y a rien au-dessus de vous sauf le ciel, la neige et l'occasionnel corbeau. Quelqu'un était sur le toit de mon camion en train de frapper alors que je roulais dans un blizzard à 65 km/h. Et je n'avais aucune idée de comment ils étaient arrivés là ou de ce qu'ils voulaient. J'ai enfoncé l'accélérateur à fond et j'ai poussé Rosemary à 80, puis 90 km/h, la remorque dérapant derrière moi, les coups au-dessus de moi devenant plus rapides et plus insistants. La radio a grésillé soudainement, et pendant un moment qui m'a glacé le sang, j'ai cru entendre une voix, basse, déformée, impossible à comprendre avant qu'elle ne se dissolve à nouveau en parasite. Je ne sais pas combien de temps j'ai roulé comme ça, à toute vitesse dans un blizzard avec quelqu'un sur mon toit et quelque chose dans ma remorque. Les 2 mains soudées au volant, les yeux brûlants de ne pas cligner des yeux. Cela aurait pu être 20 minutes ou 1 heure. Le temps avait cessé d'avoir un sens. Les coups s'interrompaient pendant de longues périodes avant de recommencer.
parfois directement au-dessus de moi, parfois vers l'arrière de la cabine, comme si la personne là-haut rampait, testant différents endroits. À un moment donné, j'ai entendu un bruit de grattement près de la vitre passager, métal contre métal, et j'ai regardé juste à temps pour voir quelque chose de sombre passer devant la vitre. Une main, peut-être, ou une botte, disparue avant que je ne puisse me concentrer dessus. J'ai hurlé, j'ai réellement hurlé à voix haute dans la cabine et j'ai dévié si fort que la remorque a fait un tête-à-queue pendant une seconde terrifiante avant que je ne corrige. La route devant était toujours un néant blanc. Les rétroviseurs ne montraient que du blanc. Et la seule preuve que j'avais que tout cela était réel était le martèlement au-dessus de moi et le balancement sauvage derrière moi et le goût de cuivre dans ma bouche après m'être mordu la langue. Puis, comme un miracle, j'ai vu des lumières. Faibles au début, juste une lueur jaunâtre au loin que j'ai cru être une hallucination, mais elles sont devenues plus brillantes à mesure que je m'en approchais. Dead Horse, le poste avançait. Je pouvais voir les contours des bâtiments, la lueur orange des lampes au sodium coupant à travers la tempête, les formes d'autres véhicules garés sur un parking. J'ai klaxonné sans relâche et je ne me suis pas arrêté, le faisant retentir encore et encore alors que je fonçais vers le poste de contrôle, ne me souciant pas de réveiller chaque personne dans un rayon de 10 miles. Le martèlement sur le toit s'est arrêté le moment où les lumières sont apparues. Juste arrêté, comme si quelqu'un avait éteint un interrupteur. Le balancement dans la remorque s'est calmé dans le rythme normal des vibrations de la route. Au moment où je me suis garé sur le parking et j'ai freiné brusquement, dérapant jusqu'à l'arrêt devant le bâtiment principal, tout était silencieux. Je suis resté assis là pendant un long moment, moteur en marche, porte verrouillée, les mains toujours agrippées au volant, attendant que quelque chose se passe. Rien ne s'est passé. Des travailleurs sont sortis du bâtiment, attirés par mon klaxon, et je les ai regardés s'approcher avec des lampes torchées, leur visage confus et préoccupé. Quand j'ai enfin ouvert la porte et que je suis descendu dans le froid, je pouvais à peine parler. J'ai simplement pointé du doigt le toit, puis la remorque, et j'ai réussi à dire un mot. Quelqu'un. Ils ont tout fouillé. Une équipe de 6 hommes avec des lampes torchées et des pieds de biche a passé au crible chaque centimètre de mon camion pendant que je restais assis à l'intérieur du bâtiment principal, enveloppé dans une couverture, buvant un café que je ne pouvais pas goûter. Ils ont trouvé des éraflures sur le toit de la cabine, de longues et profondes entailles dans la peinture qui n'y était pas quand j'étais parti de Fairbanks. Ils ont trouvé un panneau de ventilation sous la remorque qui avait été forcé, les vis arrachées et le métal plié vers l'intérieur comme si quelqu'un s'était frayé un chemin. La cargaison à l'intérieur était intacte, toujours sanglée exactement comme je l'avais chargée. Mais il y avait des empreintes de bottes mouillées sur le sol de la remorque et des traces de mains sur les parois où quelqu'un s'était appuyé contre le balancement. Personne n'était à l'intérieur quand ils ont ouvert les portes. Qui que ce soit qui avait été là était parti, disparu dans la tempête avant même que le camion ne s'arrête complètement. La police a pris ma déposition et m'a dit que je n'étais pas le premier chauffeur à signaler quelque chose de ce genre sur la Dalton. Il y en avait eu d'autres au fil des ans. Des camions retrouvés abandonnés sans trace du chauffeur. Des remorques arrivant au poste de contrôle avec des dégâts que personne ne pouvait expliquer. Des rapports de silhouettes debout sur la route dans des conditions qu'aucun être sain d'esprit ne survivrait. Ils n'ont jamais attrapé personne. Ils n'ont jamais trouvé de corps. Ils n'avaient que des histoires, des dizaines d'entre elles remontant à des décennies. J'ai arrêté de transporter des marchandises sur les routes de glace après cette nuit-là. J'ai donné ma démission à Kenworth le jour où je suis rentré à Fairbanks et je n'ai jamais regardé en arrière. Je conduis des itinéraires locaux maintenant, des trajets courts dans les 48 États inférieurs où il y a des stations-service tous les 20 miles et où le service cellulaire ne tombe jamais. L'argent est moins bon, mais je dors la nuit, ce qui est plus que ce que je pouvais dire pendant les 6 premiers mois après ce trajet. J'y pense encore, cependant. Je pense à la silhouette debout sur le bas-côté de la route, immobile dans un vent qui aurait dû la renverser. Je pense aux empreintes qui menaient à ma remorque et s'y arrêtaient. Au martèlement sur mon toit, à la main ou à ce qui a gratté ma vitre à 80 km/h. Je pense aux panneaux de ventilation qui avaient été forcés de l'extérieur. Et je me demande combien de temps cette personne avait voyagé sous ma remorque avant de grimper. Je me demande ce qui serait arrivé si je m'étais arrêté quand la remorque a commencé à osciller. Si j'étais descendu pour vérifier la cargaison comme tout chauffeur raisonnable l'aurait fait. La police m'a dit que j'avais bien fait de continuer à avancer. Que les lumières du poste m'avaient probablement sauvé la vie. Je les crois. Mais certaines nuits, quand le vent se lève et que l'obscurité appuie contre mes fenêtres, j'entends encore ce martèlement rythmé au-dessus de ma tête. Et je dois vérifier les verrous 3 fois avant de pouvoir fermer les yeux.
Vers 2 heures du matin un jeudi de février, je me suis réveillé à cause du silence. Cela semble étrange, mais quiconque a vécu un vrai hiver sait ce que je veux dire. Quand on s'endort avec le bourdonnement du chauffage et le ronronnement du réfrigérateur en fond, le cerveau s'habitue à ces bruits. Ils deviennent un bruit blanc, presque comme une berceuse. Mais quand tout s'arrête d'un coup, cette absence soudaine de son vous frappe plus fort qu'un coup de feu. Je me suis assis dans mon lit, sentant déjà le froid s'insinuer dans la pièce. Mon téléphone était sur la table de nuit, et quand je l'ai vérifié, l'écran affichait 2h17 et une batterie à 63%. Aucune barre de réseau. Le courant était coupé, et à en juger par la rapidité avec laquelle la température baissait, il devait être coupé depuis un moment. J'ai tiré la couverture plus étroitement autour de mes épaules et je suis resté assis là pendant un instant, essayant de décider si je devais me lever ou attendre que le matin arrive. J'avais loué cet endroit pendant 2 semaines pour écrire loin de la ville. C'était une petite maison à environ 40 minutes de Portland, dans l'Oregon, nichée au bout d'une route de gravier avec peut-être 3 autres propriétés éparpillées le long du chemin. Mon voisin le plus proche était probablement à un demi-mile. J'avais fêté mes 34 ans le mois précédent et j'avais décidé qu'il était temps de enfin terminer le roman sur lequel je travaillais depuis 3 ans. Un ami d'un ami possédait cette cabane et me l'avait louée à bon marché pour la basse saison. Cela avait semblé une si bonne idée quand je l'avais réservée. Calme, isolé, paisible. Mais assis là dans le noir complet, sans chauffage et sans moyen d'appeler qui que ce soit, paisible n'était pas le mot qui me venait à l'esprit. J'ai attrapé mon téléphone et allumé la lampe torche, la pointant autour de la chambre. Tout semblait normal. Mon ordinateur portable sur le bureau, ma valise dans le coin, la fenêtre ne montrant rien d'autre que du noir, et le faible reflet de mon propre visage me regardant en retour. J'ai décidé de vérifier le reste de la maison, surtout pour m'assurer qu'aucun tuyau n'avait éclaté ou quelque chose de ce genre. Le propriétaire m'avait prévenu que la plomberie pouvait être capricieuse par grand froid, et la dernière chose dont j'avais besoin était de devoir gérer des dégâts des eaux en plus de tout le reste. J'ai balancé mes jambes hors du lit et j'ai immédiatement regretté. Le sol était glacé, même à travers mes chaussettes épaisses. J'ai trouvé mes bottes près de la porte et j'ai enfoncé mes pieds dedans sans prendre la peine de les lasser. La lampe torche de mon téléphone découpait un faisceau étroit à travers l'obscurité alors que je marchais dans le court couloir vers la cuisine. La maison était petite, juste une chambre, une salle de bain, une pièce principale combinant salon et cuisine, et une minuscule buanderie près de la porte arrière. Il m'a fallu peut-être 30 secondes pour en faire le tour. Le réfrigérateur était silencieux, la cuisinière froide, et quand j'ai allumé un interrupteur par habitude, rien ne s'est passé. Je me suis tenu dans la cuisine un moment, écoutant. Dehors, je pouvais entendre le vent pousser contre les murs. Mais à l'intérieur, il n'y avait rien. Juste ma propre respiration et le doux grincement des planchers sous mon poids. C'est alors que j'ai décidé de vérifier les fenêtres et les portes. Pas parce que j'avais peur à ce moment-là, mais parce que cela semblait être la chose responsable à faire. Si le courant était coupé dans toute la région, cela signifiait pas de réverbère, pas de lumière de porche, rien. Une obscurité totale à l'extérieur. Et j'étais une femme seule dans une maison que je connaissais à peine. Dans un endroit où je ne connaissais personne, il était simplement logique de vérifier que tout était bien verrouillé. J'ai commencé par la porte d'entrée, qui était sécurisée. Puis les 2 fenêtres du salon, toutes 2 verrouillées. La fenêtre de la salle de bain, trop petite pour que quelqu'un puisse passer de toute façon, était verrouillée. J'ai gardé la porte arrière pour la fin parce qu'elle était dans la buanderie, et la buanderie était la partie la plus froide de la maison. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai braqué ma lumière à travers la petite fenêtre encastrée dans la porte, m'attendant à ne voir que de la neige. Et il y avait de la neige, beaucoup. Elle était tombée régulièrement depuis la veille au soir. Mais quelque chose dans ce que j'ai vu m'a fait m'arrêter et regarder de plus près. La neige sur le porche arrière avait été dérangée, pas comme si un animal était passé par là. Plutôt comme si quelqu'un l'avait balayée de la porte, dégageant un chemin jusqu'à la poignée. Je suis resté là à la fixer pendant je ne sais combien de temps. Mon cerveau essayait de trouver des explications. Peut-être que le vent l'avait fait. Peut-être qu'un peu de neige était glissée du toit et avait créé ce motif. Mais plus je regardais, moins ces explications avaient de sens. La neige avait été poussée de côté en un arc délibéré, presque comme si quelqu'un avait utilisé son bras ou une manche pour l'écarter de la porte. Et il y avait des marques dans la neige sur les marches du porche aussi.
Pas tout à fait des empreintes de pas parce que la neige était trop poudreuse et avait probablement partiellement comblé les traces, mais des impressions. Des dépressions où quelqu'un avait marché. J'ai senti ma poitrine se serrer et j'ai fait un pas en arrière de la porte, tenant toujours mon téléphone avec la lampe torche pointée vers la fenêtre. Le verrou de la porte était un simple verrou à mortaiser et je l'ai vérifié 2 fois pour m'assurer qu'il était engagé. Il l'était, mais cela ne m'a pas fait me sentir mieux. Quelqu'un avait été sur ce porche récemment, probablement dans la dernière heure ou deux à en juger par la faible quantité de neige accumulée sur la zone dégagée. Quelqu'un avait marché jusqu'à ma porte arrière au milieu de la nuit pendant une panne de courant et avait essayé d'avoir une vue dégagée sur la poignée. J'ai reculé lentement de la buanderie, gardant ma lumière dirigée vers la porte comme si elle pouvait soudainement s'ouvrir violemment. Mon esprit tournait à toute vitesse. J'ai pensé à appeler le 911, mais quand j'ai vérifié mon téléphone à nouveau, il n'y avait toujours pas de signal, pas même une barre. La maison était déjà dans une zone un peu morte. Et ce qui se passait avec la tempête devait avoir mis hors service la tour cellulaire la plus proche ou quelque chose comme ça. J'ai pensé à ma voiture garée devant. J'avais les clés dans mon sac à main dans la chambre. Je pouvais les attraper, courir dehors et conduire jusqu'à la station-service la plus proche ou n'importe où avec des gens. Mais cela signifierait sortir dehors dans le noir, dans la neige où quelqu'un pourrait m'attendre. Je ne savais pas quoi faire. J'ai éteint ma lampe torche pour économiser la batterie et je suis simplement resté là dans la cuisine, laissant mes yeux s'adapter à l'obscurité. Les fenêtres laissaient entrer la plus faible lueur de la neige à l'extérieur, juste assez pour voir les contours des meubles. J'ai écouté aussi fort que j'ai pu, essayant d'entendre quoi que ce soit par-dessus le son de mon propre cœur battant dans mes oreilles. Pendant quelques minutes, il n'y a eu rien. Juste le vent à l'extérieur et le craquement occasionnel de la maison qui s'installait. J'ai commencé à me demander si peut-être j'exagérais. Peut-être qu'un type ivre s'était approché de la mauvaise maison et était parti en réalisant son erreur. Peut-être que c'était le propriétaire vérifiant les lieux et que je n'avais simplement pas entendu frapper. J'étais en train de me calmer un peu quand je l'ai entendu. Un son doux venant de l'arrière de la maison, de la buanderie. Ce n'était pas fort. Ce n'était pas un coup ou un fracas. C'était le son silencieux et prudent de quelqu'un testant une poignée de porte. Un tour lent, puis une pause, puis un autre tour. Comme si la personne à l'extérieur essayait de voir si le verrou céderait sans faire trop de bruit. J'ai arrêté de respirer. Je me suis pressé contre le comptoir de la cuisine et je ne me suis pas déplacé. Le son s'est arrêté. J'ai attendu, comptant les secondes dans ma tête. 10, 20, 30. Rien. Puis j'ai légèrement déplacé mon poids pour avoir un meilleur angle vers la buanderie et la planche sous mon pied a émis un craquement fort. Le son venant de la porte arrière s'est arrêté instantanément. C'est alors que j'ai compris. Qui que ce soit à l'extérieur, il écoutait. Il avait entendu mon mouvement et attendait maintenant de comprendre où j'étais dans la maison. J'ai eu la nausée. Ce n'était pas un ivre au hasard ou un voisin confus. C'était quelqu'un qui savait que j'étais à l'intérieur et essayait d'entrer sans m'alerter. Je suis resté figé contre le comptoir, à peine en train de respirer pendant ce qui m'a semblé une éternité. Mes jambes tremblaient à force de rester immobile si longtemps. Puis j'ai entendu des pas à l'extérieur, mais pas en train de s'éloigner. Ils se déplaçaient le long du côté de la maison, écrasant doucement la neige. Qui que ce soit, il faisait le tour du bâtiment. J'ai suivi le son alors qu'il se déplaçait de l'arrière vers l'avant, passant devant les fenêtres du salon. J'avais envie de regarder pour voir qui c'était, mais j'avais peur que si je bougeais vers la fenêtre, il verrait le mouvement et saurait exactement où je me tenais. Alors j'ai simplement écouté alors que les pas passaient, lents et délibérés, comme quelqu'un qui prenait son temps. Comme quelqu'un qui n'était pas pressé du tout. Les pas se sont arrêtés quelque part près de l'avant de la maison. J'ai attendu, tendant l'oreille pour entendre quoi que ce soit. 1 minute complète s'est écoulée sans rien. Puis 2 minutes. J'ai commencé à penser que peut-être il était parti quand j'ai entendu la poignée de la porte d'entrée s'agiter. Pas aussi doucement que celle de la porte arrière. Cette fois, c'était plus violent, comme s'il avait fini d'être subtil. La porte a tremblé dans son cadre, mais a tenu. Dieu merci, je l'avais verrouillée, et c'était une porte en bois solide avec un bon verrou à mortaiser. Mais le son de quelqu'un essayant activement de forcer l'entrée alors que je me tenais impuissante dans le noir était quelque chose que je n'oublierai jamais. J'ai pris une décision à ce moment-là. Je me suis déplacé aussi silencieusement que possible vers la chambre, me guidant le long du mur avec une main. Je n'ai pas allumé ma lampe torche parce que je ne voulais pas révéler ma position.
Dans la chambre, j'ai attrapé mes clés de voiture dans mon sac à main et le petit couteau de cuisine que j'avais utilisé pour couper des pommes plus tôt dans la journée. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Je me suis accroupi à côté du lit, mettant mon dos contre le mur pour que personne ne puisse m'approcher par derrière, et j'ai attendu. Le bruit à la porte d'entrée s'est arrêté après peut-être 30 secondes. Puis le silence à nouveau. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là par terre dans le noir. Cela aurait pu être 20 minutes ou 2 heures. Le temps a cessé d'avoir un sens. Chaque petit bruit faisait sursauter mon cœur. Le craquement de la maison, les rafales de vent. Même ma propre respiration semblait incroyablement forte. À un moment donné, j'ai entendu les pas à nouveau. Cette fois, s'éloignant de la maison. Je les ai entendus écraser la neige, devenant de plus en plus faibles jusqu'à ce que je ne puisse plus les entendre du tout. Mais je n'ai pas fait confiance à cela. J'ai continué à penser que c'était un piège, que qui que ce soit avait simplement reculé plus loin pour attendre que je baisse ma garde. Alors je suis resté exactement où j'étais, serrant ce stupide petit couteau, regardant le rectangle gris pâle de la fenêtre de la chambre pour tout signe de mouvement. Le ciel a finalement commencé à s'éclaircir, juste un peu, ce premier indice de l'aube transformant le noir en un bleu foncé. Je n'avais jamais été aussi reconnaissante de voir le soleil se lever de toute ma vie. Je suis resté sur ce plancher jusqu'à ce qu'il y ait assez de lumière pour voir clairement, jusqu'à ce que je puisse regarder par la fenêtre et confirmer qu'il n'y avait personne debout dans la cour. Quand je me suis enfin levé, tout mon corps était raide et endolori après être resté dans la même position si longtemps. Le courant était toujours coupé, mais il y avait assez de lumière naturelle maintenant pour que je n'ai pas besoin de ma lampe torche. J'ai traversé la maison, vérifiant chaque fenêtre, chaque porte. La porte d'entrée montrait des éraflures autour du verrou qui n'y étaient pas avant. Des entailles profondes dans le bois où quelqu'un avait essayé de forcer l'entrée. La porte arrière était la même, avec des marques fraîches autour du verrou amortisé. Je suis sorti par l'avant, restant près de la maison, et j'ai fait le tour pour vérifier le périmètre. La neige racontait toute l'histoire. Il y avait des empreintes de pas partout, faisant le tour de toute la maison plusieurs fois, s'arrêtant à chaque fenêtre, se regroupant autour des deux portes. De grandes empreintes, probablement celles d'un homme à en juger par la taille. Je les ai suivies des yeux aussi loin que j'ai pu et elles menaient vers la lisière des arbres derrière la propriété et disparaissaient dans les bois. Je ne les ai pas suivies. Je suis retourné à l'intérieur, j'ai attrapé mes affaires aussi vite que j'ai pu et j'étais dans ma voiture et je partais dans les 10 minutes. Je n'ai même pas verrouillé la porte derrière moi. Je suis simplement parti. Je suis allé directement au poste de police dans la ville la plus proche et je leur ai tout raconté. Ils ont envoyé quelqu'un sur la propriété, mais quand ils y sont arrivés, de la neige fraîche avait recouvert la plupart des empreintes. Ils ont trouvé les éraflures sur les portes et ont pris quelques photos, ont rempli un rapport. L'officier m'a dit que c'était probablement quelqu'un qui savait que la maison était généralement vide en hiver, et supposait que personne n'y était. Peut-être quelqu'un cherchant à voler ce qu'il pouvait trouver ou simplement un endroit pour se mettre à l'abri du froid. Ils n'ont jamais attrapé personne. J'ai appelé le propriétaire et lui ai raconté ce qui s'était passé et il a été choqué. Il a dit que rien de tel ne s'était jamais produit avant. Je ne suis pas retourné pour terminer mes 2 semaines. Je n'ai pas demandé de remboursement. Je voulais simplement oublier tout cela. Mais voici ce qui me tient encore éveillé la nuit. Parfois, 3 ans plus tard, qui que ce soit qui était là-bas, il ne testait pas simplement des portes au hasard. Il a dégagé la neige de la poignée avant d'essayer. Il a écouté mes mouvements à l'intérieur. Il a fait le tour de la maison, vérifiant chaque point d'entrée possible, patient et méthodique. Et quand il n'a pas pu entrer, il est simplement parti dans les bois comme si de rien n'était. Je n'ai jamais vu de visage, jamais entendu de voix. Je n'ai aucune idée de qui c'était ou pourquoi il avait choisi cette maison cette nuit-là. Et je suppose que je ne le saurai jamais. Greenleaf Copy et Impression se trouvait au fond d'un petit centre commercial sur la route 17. Un de ces petits magasins oubliés qui survivaient grâce à la loyauté et à l'entêtement plus qu'au trafic piétonnier réel. J'y travaillais depuis environ 8 mois quand cela s'est produit, gérant le comptoir, aidant les clients avec des cartes de visite et des bannières, prenant occasionnellement des photos de passeport pour des gens qui semblaient toujours mécontents de leur apparence sur les clichés. Mon responsable, Rich Oberlin, un homme trapu dans la cinquantaine qui avait hérité de l'endroit de son père, m'a appelé vers midi ce mercredi-là, me demandant si je pouvais couvrir le quart de fermeture. Stacy, la fille régulière du soir,
avait appelé pour dire qu'elle avait une sorte d'infection de la gorge qui faisait ressembler sa voix à du gravier dans un mixeur. À 24 ans, toujours en train de rembourser des prêts étudiants pour un diplôme en communication qui ne s'était pas encore avéré utile, j'ai saisi chaque quart supplémentaire que je pouvais. La météo prévoyait de la neige, mais rien qui semblait particulièrement menaçant. Quand je me suis garé sur le parking à 15 h, le ciel avait cette apparence lourde et contusionnée que l'État de New York prend avant qu'un mauvais temps ne s'installe. J'aurais dû faire plus attention à cela. À 17 h 30, ce que la radio appelait un « événement hivernal significatif » avait enseveli le parking sous une épaisse couverture blanche. La neige tombait en rideau dense, réduisant la visibilité à presque rien. Et les quelques voitures qui avançaient le long de la route 17 ressemblaient à des fantômes dérivant à travers le brouillard. Rich a appelé par téléphone, sa voix coupée par une réception intermittente, me rappelant que le magasin n'avait jamais fermé tôt en 18 ans d'exploitation. La réputation de la petite ville et tout ça. Je lui ai dit que je tiendrais jusqu'à 21 h, calculant déjà les heures supplémentaires dans ma tête. Le salon de manucure à côté a éteint ses lumières vers 18 h, et j'ai regardé la propriétaire sprinter vers sa voiture, son manteau tiré sur sa tête, les pneus patinant brièvement avant qu'elle ne disparaisse dans le blanc. Après cela, j'ai eu tout le centre commercial pour moi tout seul. Le système de chauffage gardait la zone avant suffisamment confortable, bien que je savais que les pièces à l'arrière, la zone de stockage et l'ancienne salle de pause que personne n'utilisait plus, étaient environ 10 degrés plus froides. Pendant 2 heures, je suis resté derrière le comptoir avec un roman de poche, écoutant le vent secouer les vitres et regardant les congères monter contre les portes. Pas un seul client, pas même un appel téléphonique, juste moi et le bourdonnement des néons et la tempête hurlant à l'extérieur comme quelque chose d'affamé. Vers 19 h 15, j'ai décidé de me faire un café dans la salle de pause. Le magasin avait une petite disposition que je connaissais par cœur. Le comptoir avant et la zone client occupaient peut-être un tiers de l'espace, avec les grandes photocopieuses et l'équipement d'impression remplissant la section centrale. Derrière cela, un couloir étroit menait à la salle de stockage sur la gauche, à la salle de pause sur la droite, et à une porte arrière tout au bout qui s'ouvrait sur une petite zone de chargement derrière le bâtiment. Cette porte arrière était coincée depuis des années, peinte fermée, selon Rich, et personne ne s'était jamais donné la peine de la réparer puisque nous recevions toutes nos livraisons par l'avant. J'ai attrapé ma tasse vide et j'ai marché devant la rangée de machines silencieuses, leurs écrans sombres et en attente. La salle de pause n'avait rien de spécial, juste un petit réfrigérateur, un micro-ondes croûté de vieilles taches de spaghettis, une table bancale avec 3 chaises assorties, et une cafetière qui était probablement là depuis l'administration Clinton. J'ai actionné l'interrupteur, et l'ampoule unique a clignoté 2 fois avant de s'allumer. La pièce semblait plus froide que d'habitude, ce que j'ai attribué à la tempête et au fait que les bouches d'aération ici n'avaient jamais bien fonctionné. Pendant que le café coulait, je me suis appuyé contre le comptoir et j'ai fait défiler mon téléphone, lisant à moitié un article de presse sur la tempête causant des accidents sur l'autoroute. L'odeur du café bon marché a rempli la petite pièce, se mélangeant à cette odeur particulière de moisi que les vieux bâtiments développent sur des décennies. C'est alors que je l'ai entendu pour la première fois. Un léger bruit sourd venant de quelque part plus profondément dans le bâtiment, en direction de la salle de stockage. J'ai arrêté de faire défiler et j'ai écouté, retenant mon souffle sans vraiment m'en rendre compte. Rien. Juste la cafetière glougloutant dans son dernier cycle et le rugissement étouffé du vent à l'extérieur. Je me suis dit que c'était probablement quelque chose qui tombait d'une étagère. Peut-être une pile de boîtes de papier qui avait été empilée trop haut. La salle de stockage était remplie d'années d'inventaire accumulé que Rich n'avait jamais pris la peine d'organiser. J'ai versé mon café, ajouté 2 sachets de sucre, et je me suis dirigé vers le comptoir avant. Le couloir semblait plus sombre qu'avant, bien que je savais que ce n'était que mon imagination qui me jouait des tours. Quand je suis passé devant la porte de la salle de stockage, j'ai remarqué qu'elle était légèrement entr'ouverte, peut-être 5 cm de noir visible entre la porte et le cadre. J'aurais juré qu'elle était fermée quand je suis passé plus tôt. J'ai hésité un moment, puis j'ai tendu la main et je l'ai tirée jusqu'à ce que j'entende le loquet cliquer. Les vieux bâtiments bougent et se tassent, surtout par grand froid. Les portes s'ouvrent parfois toutes seules. Je me suis répété cela en marchant vers l'avant, serrant ma tasse un peu plus fort que nécessaire. L'heure suivante s'est passée sans incident, et j'ai commencé à me détendre à nouveau. J'ai terminé un chapitre de mon livre, vérifié le radar météo sur mon téléphone, et regardé la neige continuer à s'accumuler à l'extérieur. Les congères contre la porte avant avaient atteint près de 60 cm, et j'ai commencé à m'inquiéter de savoir si ma vieille Subaru pourrait même sortir du parking à l'heure de la fermeture.
vers 20h20, je me suis levé pour me dégourdir les jambes et j'ai décidé de faire le tour du magasin, en partie par ennui et en partie parce que quelque chose au fond de mon esprit me turlupinait à propos de cette porte de la salle de stockage. La zone avant avait l'air exactement comme elle devait l'être, le comptoir propre, les présentoirs intacts, les fenêtres ne montrant rien d'autre que du blanc tourbillonnant. J'ai passé les photocopieuses et les imprimantes, faisant glisser ma main sur leur surface lisse, écoutant le bâtiment craquer et gémir sous le poids de la neige accumulée. Quand j'ai atteint le couloir, je me suis arrêté. La porte de la salle de stockage était ouverte à nouveau. Pas seulement légèrement entr'ouverte cette fois, mais grande ouverte, révélant l'obscurité à l'intérieur comme une bouche attendant d'avaler quelque chose. Je suis resté là pendant ce qui m'a semblé une minute entière, fixant ce rectangle noir. La salle de stockage n'avait pas de fenêtre, pas de source de lumière naturelle, et l'ampoule unique à l'intérieur était contrôlée par une chaîne à tirer qui pendait du plafond à environ 1,80 m. Je pouvais voir les contours vagues des étagères et des boîtes empilées, mais rien ne bougeait. Rien ne faisait de bruit. Mon cœur avait commencé à battre plus vite, et je suis devenu très conscient de ma solitude, de mon éloignement de toute autre personne. La partie rationnelle de mon cerveau insistait pour qu'il y ait une explication. Peut-être que la targette était cassée. Peut-être que le cadre de la porte était déformé par l'âge et les changements de température. J'ai sorti mon téléphone et allumé la lampe torche, dirigeant le faisceau dans la salle de stockage. Des boîtes de papier pour imprimante, des cartouches de toner, de vieux panneaux promotionnels que Rich refusait de jeter, des rouleaux de vinyle pour l'imprimante de bannière. Tout semblait intact, recouvert d'une fine couche de poussière qui scintillait dans la lumière. J'ai fait 2 pas à l'intérieur, tendant la main vers la chaîne à tirer, et c'est alors que j'ai remarqué les empreintes. Elles étaient faibles, à peine visibles dans la poussière sur le sol en béton, mais elles étaient définitivement là. Une traînée d'empreintes de chaussures menant du coin arrière de la pièce vers la porte où je me tenais maintenant. Quelqu'un avait marché ici récemment. Quelqu'un portant ce qui semblait être des bottes de travail de taille 42 ou 43 d'après leur forme. Et les empreintes n'allaient que dans une seule direction, vers l'avant du magasin, ce qui signifiait que celui qui les avait faites était toujours à l'intérieur du bâtiment. Mon premier instinct a été de courir droit vers la porte d'entrée et de sortir. Mais quelque chose m'a arrêté. La neige à l'extérieur devait faire 90 cm de haut maintenant. Et ma voiture était garée à au moins 50 mètres. Si quelqu'un était ici avec moi, et si cette personne avait de mauvaises intentions, je serais en train de me débattre dans une neige jusqu'aux genoux dans le noir pendant qu'il me regarderait depuis l'intérieur chaud. J'ai reculé lentement de la salle de stockage, gardant la lumière de mon téléphone dirigée devant moi, essayant de contrôler ma respiration. La porte de la salle de pause était fermée exactement comme je l'avais laissée plus tôt. La porte arrière au bout du couloir, celle que Rich avait dit être peinte fermée, avait l'air comme d'habitude. Mais quand je me suis approché, retenant mon souffle, j'ai remarqué quelque chose qui m'a fait sentir les jambes faibles. Le cadre de la porte près de la targette avait des éraflures fraîches dans la peinture, des marques blanches vives contre la couleur crème terne, et la porte elle-même était légèrement de travers dans le cadre. Quelqu'un l'avait forcée de l'extérieur. La neige sur le petit patin en béton derrière le bâtiment aurait recouvert toute trace en quelques minutes, ce qui signifiait que cette personne aurait pu entrer il y a des heures, bien avant que la tempête ne devienne assez mauvaise pour nous piéger tous les deux à l'intérieur. J'ai reculé vers le comptoir avant aussi silencieusement que possible, mes baskets faisant à peine un bruit sur le tapis commercial fin. Mon esprit courait à travers la disposition du magasin, essayant de comprendre où quelqu'un pourrait se cacher. La salle de stockage semblait claire, au moins la zone principale. La salle de pause était trop petite pour cacher quelqu'un longtemps. Mais il y avait un autre espace que j'avais oublié. Un placard de service étroit construit dans le mur entre la zone des photocopieuses et le couloir où Rich gardait les fournitures de nettoyage et quelques anciennes machines qui ne fonctionnaient plus. La porte de ce placard se fondait presque parfaitement avec le lambris mural. Facile à manquer si on ne savait pas qu'elle était là. Je ne l'avais ouverte que 2 fois en 8 mois. Une fois pour attraper une serpillière quand un client avait renversé du café, et une fois quand Rich m'avait demandé de trouver une pièce de rechange spécifique pour l'une des imprimantes. J'ai fixé cette section de mur depuis derrière le comptoir, mon téléphone serré dans une main, essayant de me souvenir si j'avais remarqué quelque chose d'inhabituel quand je suis passé plus tôt. La porte du placard avait une petite poignée en laiton, ternie presque noire par l'âge, et à cette distance, je ne pouvais pas dire si elle était complètement fermée ou légèrement entr'ouverte. Je ne voulais pas le découvrir. J'avais besoin d'appeler à l'aide. Mais quand j'ai regardé mon téléphone, le signal était tombé à une seule barre clignotante.
La tempête devait interférer avec les tours de téléphonie mobile. Ou peut-être que la neige était simplement trop épaisse pour que quoi que ce soit passe. J'ai essayé d'appeler le 911 de toute façon, appuyant fort le téléphone contre mon oreille, mais tout ce que j'ai obtenu était du bruit et du silence, pas même une sonnerie. Ma deuxième pensée a été la ligne fixe sur le comptoir. Un vieux téléphone beige que Rich gardait en secours et qu'il utilisait rarement. J'ai décroché le combiné et je n'ai rien entendu, juste de l'air mort. Les lignes téléphoniques devaient être tombées avec la tempête, enterrées sous la glace et la neige quelque part entre ici et la ville. J'étais complètement coupé, seul dans un bâtiment avec quelqu'un qui s'était introduit et s'était caché pendant des heures, me regardant vaquer à ma soirée sans aucune idée qu'il était là. La pensée m'a fait frissonner avec quelque chose entre la peur et le dégoût. Je m'imaginais en train de me faire un café, de lire mon livre, de vérifier mon téléphone, tandis qu'un étranger rôdait quelque part dans l'ombre, étudiant mes mouvements, attendant quelque chose. Attendant quoi exactement ? Cette question m'a terrifié plus que tout le reste parce que je n'avais aucun moyen de connaître la réponse. Un bruit a rompu le silence, et cette fois, il était indéniable. Pas un coup ou un craquement, mais un pas lent et délibéré venant du couloir. Puis un autre. Quelqu'un marchait vers l'avant du magasin, ne faisant même plus semblant d'être silencieux maintenant. Je me suis accroupi derrière le comptoir, pressant mon dos contre le panneau en bois, et j'ai attrapé la seule chose à portée de main qui pouvait servir d'arme, un massicotte lourd avec une longue lame en métal. Les pas se sont arrêtés quelque part près des photocopieuses, peut-être à 6 mètres de l'endroit où je m'accroupissais. Je pouvais entendre une respiration maintenant, lente et régulière, le son de quelqu'un complètement calme. Ma propre respiration sortait en halètements superficiels que j'ai désespérément essayé d'étouffer avec ma main. À travers un petit espace entre le comptoir et le mur, je pouvais voir une bande de la surface du magasin, juste assez pour attraper un mouvement si quelqu'un passait. Pendant un long moment, rien ne s'est passé. La respiration a continué, régulière comme un métronome, et j'ai réalisé avec une clarté horrible que cette personne savait exactement où j'étais. Il avait probablement vu que je m'accroupissais derrière le comptoir. Il se tenait là au milieu de mon lieu de travail, sans aucune hâte, profitant du fait que j'étais piégé, terrifié et complètement à sa merci. Puis, des phares ont balayé les fenêtres avant, brillants et soudains, coupant à travers la neige comme un miracle. Un camion s'était garé sur le parking, son moteur grondant assez fort pour pénétrer le verre. J'ai entendu les pas derrière moi se déplacer rapidement, reculant vers le couloir. Plus lent ou délibéré, mais rapide et urgent. Sans réfléchir, je me suis levé et j'ai hurlé, agitant les bras vers le camion à l'extérieur. Pas vraiment des mots, juste un son rauque sortant de ma gorge. Le camion s'est arrêté à environ 9 mètres de la porte et j'ai vu une silhouette en sortir, emmitouflée dans un manteau épais, se frayant un chemin à travers la neige vers l'entrée. Derrière moi, j'ai entendu la porte arrière claquer, celle qui était censée être peinte fermée, puis plus rien. J'ai couru vers la porte avant et je l'ai poussée contre la congère, l'air froid me frappant le visage comme une gifle, et j'ai presque plaqué l'homme qui s'approchait de moi. J'ai appris plus tard qu'il s'appelait Earl, un chauffeur pour une entreprise de remorquage qui cherchait un endroit pour attendre le pire de la tempête avant de continuer vers un appel. Il a dit que j'avais l'air d'avoir vu la mort elle-même, pâle et tremblante, à peine capable de former des phrases. Je lui ai dit que quelqu'un était à l'intérieur avec moi, qu'il s'était introduit par l'arrière, et il m'a aidé à fouiller le bâtiment tout en gardant sa propre barre à mine prête. Nous avons trouvé la porte du placard de service grande ouverte. Et à l'intérieur, poussé derrière une plastifieuse cassée, il y avait un sac à dos qui n'appartenait à personne du magasin. Earl l'a sorti prudemment en utilisant ses mains gantées, et nous l'avons regardé ensemble. Un changement de vêtements, un couteau de chasse avec une lame de 15 cm, un rouleau de ruban adhésif, une petite lampe torche, et un téléphone portable jetable sans aucun contact enregistré. Il y avait aussi un morceau de papier plié avec les horaires du magasin écrits dessus, ainsi qu'une note en écriture brouillonne qui disait « Mercredi soir, une fille seule ». Earl a appelé la police depuis la radio de son camion, et ils sont arrivés environ 1 heure plus tard, après que les chasse-neige aient dégagé suffisamment la route 17 pour passer. Les officiers ont pris le sac à dos comme preuve et m'ont dit que j'avais de la chance, bien qu'ils aient utilisé un autre mot que je ne répéterai pas ici. Ils ont trouvé des empreintes de pas dans la neige derrière le bâtiment menant vers les bois à environ 400 mètres de là, mais la tempête les avait comblés avant qu'ils ne puissent suivre la piste. Ils n'ont jamais attrapé qui que ce soit. J'ai quitté ce travail 2 jours plus tard et je suis retourné vivre chez mes parents dans le Connecticut pendant quelques mois, jusqu'à ce que j'arrête de sursauter à chaque bruit inattendu. Parfois,
Je pense encore à cette note, à la façon dont quelqu'un avait observé le magasin assez longtemps pour connaître les horaires. Pour savoir que les mercredis soirs signifiaient un employé travaillant seul jusqu'à 21h. Je pense aux heures que j'ai passées à lire mon livre et à boire du café pendant qu'un étranger avec un couteau et du ruban adhésif attendait dans le noir, à 3 mètres de moi, respirant lentement et regardant à travers la fente d'une porte de placard. Et je me demande ce qui serait arrivé si Earl avait décidé d'attendre la tempête ailleurs. Vivre seul ne m'avait jamais dérangé avant cet hiver-là. À l'époque, je m'appelais Clara, et j'avais loué une maison isolée à des kilomètres de la ville la plus proche pour économiser de l'argent et me vider l'esprit. Le travail était à distance, la vie était calme, et l'isolement semblait être un luxe plutôt qu'une menace. Les tempêtes de neige étaient courantes dans cette région, et je m'étais approvisionné comme tout le monde me l'avait conseillé. La météo annonçait de fortes chutes de neige, rien d'inhabituel, et je me souviens avoir presque été excité par cette immobilité forcée. Ce matin-là, le monde extérieur était déjà étouffé, enveloppé dans un silence blanc épais. Le vent traînait de la neige meuble à travers la cour comme de la fumée. À l'intérieur, la maison craquait comme le font les vieux endroits quand les températures chutent. En fin d'après-midi, la tempête avait montré les dents. La neige s'accumulait contre les portes plus vite que je ne pouvais la pelleter, et la route avait complètement disparu. Le signal téléphonique vacillait, et le courant s'est éteint sans avertissement, plongeant chaque pièce dans un crépuscule précoce. Le chauffage s'est arrêté, ne laissant que le faible tic-tac des tuyaux qui refroidissaient. Les bougies sont devenues mes nouvelles sources de lumière, leurs flammes se courbant chaque fois que le vent frappait les murs. Je me suis répété que c'était normal, juste une tempête violente qui passait. Pourtant, le silence entre les rafales semblait trop profond, comme si la maison retenait son souffle. Chaque son portait un poids d'une manière qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. Le premier impact est survenu juste après la tombée de la nuit. Un bruit sourd contre le mur extérieur, bas et lourd, suivi d'un autre plus près de l'arrière de la maison. Des morceaux de glace tombant du toit avaient du sens, tout comme les débris poussés par le vent. C'est ce que je me suis dit. Les bruits se sont répétés, irréguliers, mais assez délibérés pour attirer mon attention à chaque fois. Chaque coup semblait tester une section différente de la maison. J'ai fait les 100 pas d'une pièce à l'autre, écoutant, essayant de localiser d'où venaient les sons. La tempête hurlait assez fort pour tout brouiller, pourtant ses impacts se distinguaient, plus nets d'une manière ou d'une autre. J'ai évité les fenêtres, mal à l'aise à l'idée de ce que je pourrais voir au-delà du verre. Finalement, la curiosité a gagné. Une bougie à la main, je me suis approché de la fenêtre du salon, essuyant la condensation de l'intérieur avec ma manche. La neige couvrait la plupart de la vitre, pressée haut et épaisse. Mais quelque chose de plus sombre a attiré mon regard. Une forme se détachait là où la neige s'amincissait, inégale et étrangement familière. L'impression ressemblait à des doigts écartés, pressés à plat contre l'extérieur de la fenêtre. Avant que je ne puisse vraiment la comprendre, la marque a disparu alors que la neige glissait pour reprendre sa place. Quelques instants plus tard, un autre impact a frappé le côté opposé de la maison. C'est alors que la réalisation s'est installée, ce qui était dehors n'était pas aléatoire et ne restait pas en un seul endroit. La nuit s'est abattue durement après cela. Les bougies ont brûlé plus bas, et le froid s'est répandu sur les sols en vagues lentes et engourdissantes. Les impacts ont continué, espacés juste assez pour empêcher tout rythme, comme si la personne ou la chose dehors ne voulait pas que je m'y habitue. Le vent seul ne pouvait pas expliquer comment les sons passaient d'un mur à l'autre. À un moment donné, le bruit est venu de juste à côté de la porte d'entrée, assez près pour que j'entende la neige glisser après. Je me suis tenu dans le couloir, écoutant, comptant mes respirations sans m'en rendre compte. La maison semblait plus petite à chaque minute qui passait. Même le plafond semblait plus bas, comme si la tempête pressait tout vers l'intérieur. Une autre fenêtre a montré des signes peu après. Le givre a été gratté de l'extérieur en un ovale grossier, suivi d'une deuxième marque en forme de main à côté. Les doigts étaient longs, inégaux, et laissaient des sillons nets dans la neige assez profonde pour montrer une pression. Ils ne restaient pas, ne restant jamais assez longtemps pour que je puisse les étudier correctement. Chaque fois que j'essayais de m'approcher, les marques s'estompaient, remplacées par de nouvelles chutes de neige, comme si rien n'avait jamais été là. La tempête agissait comme un rideau, cachant les mouvements entre les rafales. Qui que ce soit qui tournait autour de la maison le savait. L'idée s'est installée lentement et a refusé de partir. Les coups ont changé de ton après cela, devenant plus contrôlés, moins chaotiques. Un impact a atterri près de la cuisine,
suivi d'un autre près de la chambre, espacé comme si quelqu'un marchait autour du périmètre. Mon téléphone a finalement perdu tout signal, me laissant avec un écran mort et aucune connexion extérieure. La température intérieure a chuté assez vite pour que je puisse voir ma respiration. Les couches de vêtements aidaient à peine, et mon attention s'est réduite à rester au chaud et alerte. Aucune empreinte de pas n'est apparue dans la cour, mais la neige continuait de bouger près des fondations. Quelque chose là-bas était assez proche pour la déranger, mais suffisamment caché pour rester invisible. Finalement, l'épuisement a forcé une décision. La pièce la plus sûre était le garde-manger, petit et enfoui vers le centre de la maison. Des couvertures, de la nourriture en conserve et une bougie restante m'ont accompagné alors que je fermais la porte. Les impacts ont continué pendant des heures, parfois plus proches, parfois plus éloignés, jusqu'à ce que le rugissement de la tempête avale tout. À un moment donné, les sons se sont arrêtés complètement, ne laissant que le vent et la glace qui se déposaient. La lumière du matin a filtré faiblement à travers les fissures lorsque le blizzard s'est enfin calmé. Aucune marque ne subsistait à l'extérieur, aucun dommage, aucune trace, juste de la neige intacte. Les routes ont rouvert des jours plus tard, et je suis parti dès que possible, sans jamais revenir. Toujours incertaine de qui avait attendu que la tempête me piège à l'intérieur. Le matin n'est pas arrivé comme d'habitude. Il n'y a pas eu de lever de soleil net, juste un amincissement progressif de l'obscurité alors que la tempête relâchait son emprise. Je suis resté dans le garde-manger plus longtemps que nécessaire, écoutant tout ce qui ne semblait pas appartenir à la maison. Quand j'ai enfin ouvert la porte, la maison semblait différente. Trop calme, comme un espace après une violente dispute. L'air à l'intérieur était glacial, et chaque pas envoyait des craquements aigus à travers les planchers. J'ai traversé la maison lentement, une bougie tenue devant moi, vérifiant les fenêtres, les portes, les coins. Tout semblait intact. Pas de verre brisé, pas d'effraction forcée. Cela, d'une certaine manière, rendait les choses pires. La lumière extérieure a révélé plus que je ne l'aurais souhaité. La neige s'était accumulée presque jusqu'aux fenêtres, lisse et intacte, sauf en quelques endroits où elle semblait avoir été manipulée. Près de la fenêtre du salon, la surface n'était pas façonnée par le vent. Elle était aplatie par endroits, inégale, comme si quelqu'un s'était appuyé, la pluie avait reculé. Les impressions étaient faibles, mais intentionnelles, pressées plus profondément que la neige dérivante ne l'aurait permis. J'ai balayé la cour aussi loin que j'ai pu voir à travers la brume restante, m'attendant à moitié à un mouvement. Rien ne bougeait. Aucune trace ne s'éloignait, aucun signe de départ. La tempête avait effacé tout sauf ces subtiles perturbations près de la maison elle-même. J'ai forcé l'ouverture de la porte d'entrée avec effort, la neige résistant comme si elle voulait que je reste à l'intérieur. L'air froid s'est engouffré, vif et métallique, portant cette immobilité vide post-tempête. Je me suis tenu là pendant un long moment, écoutant à nouveau, exposé et tremblant pour des raisons au-delà de la température. Les murs qui m'avaient semblé protecteurs quelques heures plus tôt paraissaient maintenant minces et peu fiables. Ceux qui avaient été dehors avaient choisi de ne pas entrer, et ce choix me dérangeait plus que s'il avait essayé. La pensée que quelqu'un avait testé la maison et décidé de ne pas y pénétrer et rester avec moi, lourde et non résolue. Une fois les routes dégagées plus tard dans la journée, j'ai fait mes bagages aussi vite que possible et je suis parti avant que la nuit ne puisse s'installer à nouveau. Je n'ai pas attendu d'explication ou de réassurance de la part de qui que ce soit. La maison est redevenue simplement une structure dans la neige, silencieuse et vide. Même maintenant, des années plus tard, je revois ce jour-là par fragments. Le timing des impacts, la façon dont les marques apparaissaient et disparaissaient, la précision de tout cela. Je ne sais toujours pas qui était dehors ou pourquoi la tempête comptait tant pour eux. Je sais seulement que quelque chose a utilisé le temps comme couverture, et que je n'étais pas censé le voir clairement.